Mon mari a dit, je déteste les fleurs. Alors j'ai souri en regardant la facture de 1800 $ pour ces roses. Il pensait que j'étais aveugle, mais je constituais un dossier. C'est toi qui as fait ça, a-t-il hurlé. Regardez-moi détruire son empire avec la seule chose qu'il ne pouvait pas cacher, les preuves. Je m'appelle Alanis Sanders et, au cours des 10 dernières années, j'ai très bien gagné ma vie en comprenant que les gens mentent, mais que les données ne le font pas. J'ai 34 ans, je suis analyste principal en preuves numériques chez Clayton & Hurst LLP, l'un des cabinets d'avocats les plus redoutables de Seattle. Mon travail n'est pas glamour. Je ne me tiens pas dans les salles d'audience pour prononcer des déclarations d'ouverture passionnées. Je suis assise dans une salle de serveur climatisée ou dans mon bureau à domicile, à passer au crible les historiques de navigation, à récupérer les journaux de discussion supprimés et à croiser les relevés bancaires jusqu'à ce que la vérité forme une image, généralement assez laide pour gagner un règlement de divorce ou une affaire de fraude. J'ai un esprit qui organise le chaos en colonne et en rangée. C'est un trait que j'ai hérité d'une mère noire pragmatique qui m'a appris à conserver chaque reçu et d'un père blanc qui m'a appris que le silence est souvent le son le plus fort dans une pièce. Je pensais avoir appliqué la même rigueur à ma propre vie. J'avais tort. Je regardais à travers le salon de notre pentouse. C'était un espace magnifique, tout en verre, en acier et en béton poli, surplombant l'horizon gris et pleurant du centre-ville de Seattle. C'était aussi indéniablement froid. Mon mari, Graham Lowell, le préférait ainsi. À 41 ans, Graham était un homme qui organisait son existence aussi soigneusement qu'il organisait le portefeuille de la fondation Lowell Urban Future. Il était beau de cette manière spécifiquement américaine de la vieille fortune, même si son argent était entièrement nouveau, de larges épaules, une mâchoire assez aiguisée pour couper du papier, et un sourire qui convainquait les donateurs de signer des chèques à 5-0. Nous étions mariés depuis 7 ans. Au cours de ces 7 années, il n'y avait eu aucune fleur. C'était une blague récurrente dans notre mariage. Ou du moins, Graham le racontait comme une blague. Pour notre premier anniversaire, j'avais laissé entendre que j'aimerais un bouquet de pivoine. Graham avait ri, m'embrassant le front avec une tendresse condescendante. Il m'avait dit que les fleurs coupées n'étaient que de l'argent jeté à la poubelle, des choses mortes emballées dans du plastique qui pourrissait en 3 jours. Il appelait cela un geste peu pratique pour un couple pratique. Il se targuait d'être un visionnaire, un homme qui construisait des logements durables et des héritages durables, pas quelqu'un qui se complaisait dans une beauté éphémère et mourante. J'avais accepté cela. J'avais accepté les vases en cristal vide qui servaient de dépoussiéreurs sculpturaux sur nos étagères. J'avais accepté que mon mari exprime son amour par des actions et des actifs, pas par des pétales et des tiges. Puis est arrivé l'email. C'était un mardi soir. Il pleuvait. Naturellement, Graham était en retard, assistant à un dîner de donateurs pour le gala à venir. J'étais sur mon ordinateur portable, vidant le dossier des courriers indésirables de notre compte email commun, une corvée numérique que je faisais chaque semaine. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de suppression pour un email d'un expéditeur nommé Velvet Petal Studio. L'objet était « Facture 4092 ». Paiement traité. Mon cerveau d'analyste s'est engagé avant mon cœur. Nous n'avions pas de jardinier. Nous ne commandions pas d'arrangement. Je l'ai ouvert, m'attendant à une arnaque de phishing ou à une facture mal adressée. Ce n'était ni l'un ni l'autre. La facture était un PDF, net et professionnel. La date était celle du jour. Le montant était de 1800 $. J'ai regardé le chiffre, 1800 $ pour des fleurs. J'ai fait défiler jusqu'à la liste détaillée et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Ce n'était pas un arrangement d'entreprise pour un hall d'entrée. C'était intime. 50 roses rouges équatoriennes à longue tige, importées. Un vase en cristal autrichien soufflé à la main, des frais de livraison express pour un service le jour même. J'ai lu l'adresse de livraison. Ce n'était pas notre pentouse. C'était un immeuble que je reconnaissais. Le Meridian Heights, un gratte-ciel de luxe de l'autre côté de la ville, appartement 4B. Et puis le nom, Sienna Road. Je ne connaissais pas de Sienna Road. J'ai passé le nom dans la base de données mentale des cousins, collègues et amis d'université de Graham. Rien. Le nom sonnait comme un nom de scène ou un personnage de mauvais roman. Pourtant, il était là, associé à une charge de 1800 $ sur la carte Platinum Amex personnelle de Graham, celle qu'il pensait que je ne surveillais pas parce qu'il gardait les relevés papier physiques à son bureau. Il avait oublié qu'il y a 3 ans,
il m'avait demandé de synchroniser tous nos comptes avec une application de budget principal à des fins fiscales. Il avait oublié que je ne déconnecte jamais un flux de données une fois que je l'ai établi. La porte d'entrée a cliqué. J'ai instantanément réduit la fenêtre, mon cœur martelant un rythme frénétique contre mes côtes. Graham est entré, apportant avec lui l'odeur de la pluie et du scotch cher. Il était impeccable dans son costume anthracite, sa cravate desserrée juste assez pour suggérer qu'il avait travaillé dur, mais pas assez pour avoir l'air négligé. « Eh, chérie » a-t-il dit en laissant tomber ses clés dans le bol. « Désolé, je suis en retard. La réunion du conseil d'administration a duré plus longtemps. Tu sais à quel point le vieil Henderson est fastidieux avec le budget. » Il s'est approché et m'a embrassé. C'était un baiser d'habitude, ferme et bref. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti une odeur qui n'était ni la pluie ni le scotch. Elle était faible, accrochée au tissu de son col. Elle était douce, écœurante et distinctement florale. « Tu sens bon ?» ai-je dit, ma voix sonnant creuse à mes propres oreilles. « Juste le désodorisant dans le Uber » a-t-il dit doucement en desserrant ses boutons de manchette. Ça sentait le salon funéraire là-dedans. Terrible. Je l'ai regardé se diriger vers la cuisine, se versant un verre d'eau. Il avait l'air si normal, si complètement à l'aise. S'il venait de dépenser près de 2000 $ pour une autre femme, ne devrait-il pas trembler? Ne devrait-il pas avoir l'air coupable? J'ai vu une camionnette de livraison d'un fleuriste en bas aujourd'hui, ai-je menti? Les mots avaient un goût de cendre. Ça m'a fait penser qu'on devrait peut-être prendre quelques arrangements pour le gala de la semaine prochaine, juste pour égayer la maison pour l'après-soirée. Graham a ri. Il ne s'est même pas retourné. Alani, allons. Tu sais que je déteste les fleurs. Qui achète encore ce genre de choses de nos jours? C'est archaïque. On s'en tiendra à l'éclairage architectural. C'est plus propre. C'est vrai, ai-je dit, plus propre. D'ailleurs, a-t-il ajouté en se tournant pour m'adresser ce sourire gagnant qui assurait les collectes de fonds. Je n'envoie jamais de fleurs à personne. Tu sais ça, c'est ma marque de fabrique. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu l'homme à côté de qui j'avais dormi pendant 7 ans. Et j'ai réalisé que je regardais un inconnu portant le visage de mon mari. Il mentait avec la facilité de la respiration. Il ne mentait pas avec nervosité, mais avec une confiance terrifiante. Tu as raison, ai-je dit. Tu n'envoies jamais de fleurs. Je suis allé me coucher tôt, allongé raidement de mon côté du matelas pendant qu'il se douchait. J'écoutais l'eau couler, l'imaginant se laver de l'odeur de Sienna-Rod. Je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, Graham est parti tôt pour une visite de chantier. Il m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'il m'aimait et a franchi la porte. J'ai attendu exactement 10 minutes. Puis, j'ai mis mon manteau et je suis descendu au garage. J'avais un double de la clé de son Range Rover. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit que la facture pouvait être une erreur de bureau, un vol d'identité. J'avais besoin d'une confirmation physique. Les données étaient ma religion. Mais parfois, il faut toucher la relique pour y croire. J'ai ouvert la portière côté conducteur. La voiture sentait son odeur, cuir et cèdre. J'ai vérifié la boîte à gants. Rien. J'ai vérifié la console centrale. Des bonbons à la menthe. Des câbles de chargement. Un ticket de parking. J'ai ressenti une vague de soulagement, pensant que j'étais peut-être folle. Que j'étais peut-être la femme jalouse et paranoïaque. Puis j'ai atteint sous le siège passager. Mes doigts ont effleuré un papier épais et texturé. Je l'ai sorti. C'était une petite enveloppe de couleur crème, du genre de celles qui accompagnent les arrangements floraux haut de gamme. Elle avait dû tomber du bouquet ou être lâchée lorsqu'il transférait le vase. Elle avait été ouverte. J'ai sorti la carte. L'écriture était indubitablement la sienne. L'inclinaison angulaire et vive des lettres, la manière spécifique dont il barrait T. J'avais vu cette écriture sur notre certificat de mariage. Je l'avais vue sur les papiers d'hypothèque de la maison sous laquelle je me trouvais actuellement. Pour la seule femme digne de Rose dans ce monde. J'ai l'air à quitter le garage. Le silence était absolu. La seule femme digne. Pendant 7 ans, j'avais été la femme qui ne valait pas un bouquet à 5 $ du fleuriste du coin. J'étais la femme pratique, la partenaire, la gestionnaire d'actifs.
J'étais celle qui comprenait que les fleurs étaient un gaspillage d'argent. Et pendant tout ce temps, ce n'était pas qu'il détestait les fleurs. Il détestait juste me les offrir. Je suis resté là, serrant la carte jusqu'à ce que les bords me mordent la peau. Une femme normale aurait crié. Elle serait peut-être montée, aurait fait une valise et aurait mis le feu à ses costumes. Elle l'aurait peut-être appelé, en sanglotant, exigeant une explication. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai remis la carte dans l'enveloppe. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai pris une photo haute résolution de la carte, de l'enveloppe et de l'endroit où je l'avais trouvée. Puis j'ai glissé la carte sous le siège, exactement là où elle se trouvait. J'ai fermé doucement la portière de la voiture. J'ai repris l'ascenseur, je suis monté aux pentouses et je suis allé directement à mon bureau. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert de bouteille de vin. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai créé un nouveau dossier sur mon disque crypté. J'ai regardé le curseur clignotant, ayant besoin d'un nom. J'ai tapé « jardin ». C'était la première fois de ma vie que j'avais un jardin à moi, mais le mien n'aurait pas de rose. Le mien aurait des fichiers PDF, des journaux GPS, des relevés de virements bancaires et des captures d'écran. Graham pensait que les fleurs étaient un gaspillage d'argent parce qu'elles mouraient. Il était sur le point d'apprendre que les preuves vivent éternellement. Je me suis mis au travail, utilisant les mêmes outils que j'avais passé une décennie à perfectionner chez Clayton et Hurst, historique de navigation, relevés bancaires, messages supprimés. Mais cette fois, la cible était mon propre mariage. Je me suis assise à mon bureau dans la chambre d'amis, que j'avais transformé en bureau, et j'ai ouvert « jardin ». Dans un mariage agressivement stérile de toute vie botanique, c'était le seul jardin que j'avais, maintenant un dossier de fichiers PNG, de documents PDF et d'exportation CSV que j'avais l'intention de cultiver avec un soin obsessionnel. J'ai commencé par ce que j'appelle la surveillance douce. Je n'avais pas besoin d'engager un détective privé pour suivre Graham. Il portait un dispositif de suivi dans sa poche tous les jours, et nous partagions un plan cloud. J'ai accédé à nos paramètres synchronisés. Il avait pris soin de désactiver le partage de position sur son application de messagerie, mais il avait oublié les métadonnées attachées aux photos qu'il prenait. Il avait également été négligent avec les autorisations de son calendrier. J'ai synchronisé une version en lecture seule de son calendrier de travail avec une sous-couche cachée de mon emploi du temps personnel, la configurant pour qu'elle se mette à jour en temps réel. J'ai commencé à croiser les références. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit des 6 derniers mois. Graham était assez intelligent pour garder les gros achats évidents hors du compte courant commun, mais même les hommes intelligents deviennent complaisants avec les dépenses professionnelles. Je me suis concentré sur les comptes de la fondation Lowell Urban Future. En tant que sa femme, j'étais techniquement inscrite comme observatrice au conseil d'administration, un titre qui ne signifiait rien dans la salle du conseil, mais qui me donnait un accès administratif au portail financier si je prétendais avoir perdu mon mot de passe. J'ai réinitialisé le mot de passe. Je me suis connecté. J'ai filtré les virements sortants par fournisseur. La plupart étaient des frais généraux standards, location de salle, acompte de traiteur, frais d'impression. Mais j'ai ensuite vu une sortie récurrente qui a fait tressaillir mon cerveau d'analyste. Road Impact Consulting. Le nom, Road, a sauté de l'écran comme un signal d'alarme. Sienna Road. La femme qui recevait les roses à 1 800 $ recevait maintenant aussi des honoraires de consultation mensuelle de l'organisation caritative de mon mari. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. Les montants étaient irréguliers mais substantiels. 4 000 $ en mai, 6 500 $ en juin, 8 000 $ en juillet. Le mémo pour chaque virement était exactement le même, stratégie de marque. J'ai ouvert un deuxième onglet et j'ai cherché l'enregistrement commercial de Road Impact Consulting. C'était une société à responsabilité limitée créée il y a exactement 8 mois. L'agent enregistré était un service juridique générique, mais l'adresse du siège social était une unité résidentielle au Meridian Heights, appartement 4B, la même adresse que les fleurs. J'ai pris une capture d'écran. Je l'ai sauvegardée dans « Jardin » sous le nom « Évidence financière 01.png ». La rage était là, bien sûr, lourde et chaude dans mon estomac, mais la satisfaction de la correspondance était plus forte. C'était le clic d'une pièce de puzzle qui se mettait en place. Graham ne couchait pas seulement avec elle. Il finançait son style de vie avec des dollars exonérés d'impôts destinés au développement urbain et au logement des jeunes. Je suis retourné à la chronologie. Dans mon domaine, la chronologie est reine.
Si vous pouvez prouver où se trouvait un corps à une minute précise, l'alibi s'effondre. J'ai de nouveau regardé la date de la facture des fleurs. C'était le 10 octobre. Cette date m'a interpellé. C'était notre 7e anniversaire de mariage. Graham m'avait appelé cet après-midi-là, sa voix pleine d'un regret théâtral, me disant qu'une crise avait éclaté avec un donateur majeur et qu'il devait s'envoler pour San Francisco pour un dîner d'urgence. Il avait l'air si épuisé. Je lui avais dit que ce n'était pas grave, que nous fêterions ça à son retour. J'avais passé la soirée seul avec une bouteille de pinot noir et une boîte à emporter. J'ai sorti son relevé de carte Platinum pour le 10 octobre. Il n'y avait pas de frais de vol pour San Francisco. Il n'y avait aucun frais en Californie du tout. Au lieu de cela, il y avait un débit de $1 200 à l'Encanto Resort à Santa Barbara, un débit pour le service en chambre, un débit pour un massage en couple, et un débit pour un dîner pour 2 au restaurant du complexe. Il n'avait pas travaillé. Il l'avait emmené pour notre voyage d'anniversaire. J'ai senti une piqûre soudaine et vive derrière mes yeux, le premier fil de larmes. Je les ai fermés fermement et j'ai inspiré pendant 4 temps, expiré pendant 4 temps. J'ai visualisé la feuille de calcul. J'ai visualisé les colonnes. Les larmes étaient des variables que je ne pouvais pas contrôler, alors je les ai supprimées de l'équation. J'ai ouvert le dossier, jardin, et j'ai créé une nouvelle feuille Excel. J'ai commencé à entrer les dates. Colonne A, le mensonge. Colonne B, la vérité. Colonne C, le coût. 10 octobre. Mensonge, crise de donateur à San Francisco. Vérité, séjour à l'hôtel à Santa Barbara avec SR. Coût, $1 200 plus la dignité. J'avais besoin d'une confirmation de plus. J'avais besoin de le voir me mentir en face une fois de plus, juste pour calibrer ma propre résolution. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé à lire un magazine quand Graham est rentré. Il semblait plus léger, presque enjoué. La culpabilité de l'adultère semblait agir sur lui comme une drogue, lui donnant un élan supplémentaire. Je pensais, ai-je dit, en gardant ma voix décontractée, en tournant une page. Architectural Digest a de nouveau proposé de faire un reportage sur le Penthouse. Ils veulent tourner le mois prochain. Graham a desserré sa cravate en se dirigeant vers le bar. C'est super, chérie. Bon pour la valeur de la propriété. Ils ont mentionné qu'on devrait mettre en scène l'endroit, ai-je dit. Apporter un peu de vie. Je pensais engager un fleuriste pour faire une installation massive. Peut-être des lys blancs ou des roses, juste pour remplir les espaces vides. Graham s'est figé. Sa main a fait une pause au-dessus de la carafe. Il s'est tourné vers moi et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur d'agacement traverser son visage, le regard d'un homme fatigué de répéter un script à un public lent. Alani, a-t-il dit, un sourire condescendant étirant ses lèvres. Nous en avons déjà parlé. Je déteste les fleurs. Elles sont salissantes. Elles déclenchent mes allergies et elles sont un gaspillage de capital. Pourquoi remplirions-nous notre maison de choses mourantes juste pour une photo? Tu as raison, ai-je dit en croisant son regard. Tu détestes les fleurs, j'avais oublié. Je n'en vois tout simplement pas l'intérêt, a-t-il ajouté en se versant un verre. Je n'en ai jamais vu. Je lui ai souri. C'était l'arme la plus affûtée que je possédais. Bien sûr, pas de fleurs. Dès qu'il s'est retourné vers son verre, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai ajouté une nouvelle entrée au fichier intitulé « Date du jour ». Citation, je déteste les fleurs. Je n'en ai jamais vu l'intérêt. Contexte, debout à 3 mètres de moi, 3 jours après avoir envoyé 50 roses rouges à l'appartement 4B. J'ai refermé le téléphone. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'il dormait du sommeil profond et sans souci d'un homme qui se croit plus intelligent que tout le monde dans la pièce, j'étais assise dans la lueur de l'écran de mon ordinateur portable. J'ai fait défiler la feuille de calcul. J'ai regardé la longue colonne que j'avais intitulée « Rose, Velvet Petal Studio ». Ce n'était qu'une seule ligne pour l'instant, mais je connaissais la nature des données. Elles s'accumulent. Elles poussent. Si tu veux que des fleurs apparaissent sur chaque ligne de ta vie, Graham, ai-je chuchoté dans la pièce vide, alors je m'assurerai qu'elles poussent. J'ai sauvegardé le fichier. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le jardin était planté. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre la récolte. 3 jours plus tard, Graham m'a invité à dîner. Ce n'était pas un geste romantique.
C'était une convocation pour un rôle. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de notre chambre pendant que je repassais un chemisier en soie, consultant sa montre avec une précision impatiente. Il m'a dit qu'il y avait un dîner d'avant-première pour le gala à venir à Tornay-en-Baie, un restaurant si faiblement éclairé et exclusif qu'il ne mettait pas les prix sur le menu. Il m'a dit que des parties prenantes clés seraient là et qu'il était important que nous fassions une apparition. Il a utilisé l'expression « compléter l'image de la famille ». Je savais exactement ce que cela signifiait. Il avait besoin d'un accessoire. Il avait besoin de l'épouse silencieuse et solidaire pour se tenir à ses côtés et hocher la tête pendant qu'il éblouissait les donateurs potentiels. J'ai mis une robe noire élégante mais spécialement conçue pour ne pas attirer l'attention. Le genre de robe qui dit « partenaire compétente » plutôt que « attraction principale ». J'ai lissé mes cheveux. J'ai appliqué une couche de rouge à lèvres professionnel plutôt que séduisant. J'étais prête à jouer mon rôle. Quand nous sommes arrivés à Tornay-en-Baie, l'air sentait la fumée de bois et l'huile de truffe. L'hôte nous a conduits à une cabine privée à l'arrière, protégée par de lourds rideaux de velours. Elle était déjà là. J'avais passé 72 heures à regarder les traces numériques de cette femme, son numéro d'identification d'employeur, son adresse, sa signature sur des factures PDF. La voir en 3 dimensions a été un choc pour le système. Sienna Rod n'était pas la jeune maîtresse écervelée que j'avais à moitié attendue. Elle avait plus près de 40 que de 30 ans. Elle avait ce genre de beauté polie et exigeante qui nécessite un investissement important. Ses cheveux étaient d'un riche brun châtain, coiffés en vagues lâches et coûteuses qui encadraient un visage qui savait exactement comment retenir l'attention d'un auditeur. Elle portait une robe bordeaux qui lui allait comme une seconde peau. C'était la couleur d'une échymose profonde, ou peut-être d'une rose très chère. Graham s'est approché de la table, sa main reposant légèrement sur le creux de mon dos, un geste de possession, pas d'affection. Sienna s'est levée. Elle n'avait pas l'air intimidée. Elle avait l'air de nous accueillir dans son salon. Sienna, a dit Graham, sa voix baissant dans ce registre doux et charmant qu'il réservait aux personnes qui pouvaient lui donner quelque chose. Content de te voir. Il a fait un geste vers moi. Voici Sienna Rod. Elle agit en tant que consultante stratégique pour la nouvelle initiative de logement de la Fondation. Elle a été essentielle dans le changement de marque. Puis il s'est tourné vers moi. J'ai observé son visage. J'ai observé les micro-muscles autour de sa bouche. Et Sienna, a-t-il dit, en marquant une pause d'une fraction de seconde, peut-être un demi-temps, un minuscule, presque imperceptible accroc dans son rythme. Voici Alani, ma femme. Cette pause était un cri. Dans mon domaine, nous analysons l'hésitation dans les enregistrements de déposition. Une pause comme celle-là signifie que le cerveau change de voix. Cela signifie qu'il a dû me faire passer mentalement d'obstacle à épouse. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Alani, a dit Sienna. Elle a tendu la main. Sa poignée était ferme, froide et sèche. Elle portait un parfum complexe et épicé, très différent des senteurs propres et savonneuses que Graham préférait habituellement, ou prétendait préférer. Graham parle constamment de vos compétences organisationnelles, a-t-elle ajouté. C'était un compliment ambigu, enveloppé de soie. Il parle de la façon dont vous gérez sa vie, pas de la façon dont il vous aime. Il mentionne souvent votre stratégie, ai-je répondu, en gardant mon sourire fixe et ma température contrôlée, surtout les dépenses de marque. Nous nous sommes assis. Pendant l'heure suivante, je suis devenu une anthropologue observant une culture étrangère. En surface, la conversation était entièrement professionnelle. Sienna a parlé d'indicateurs de performance clés, de mesures de sensibilisation communautaire et de l'arc narratif du prochain gala. Elle était intelligente. Je lui accordais cela. Elle connaissait ses chiffres. Mais sous les mots à la mode de l'entreprise, il y avait un courant d'intimité électrique. Quand elle a fait valoir un point sur la fidélisation des donateurs, elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé Graham. Quand elle a ri à sa blague, une blague que je l'avais entendue raconter 100 fois, elle s'est penchée en avant, entrant dans son espace personnel. À un moment donné, pour souligner une statistique sur la densité urbaine, elle a tendu la main et a tapoté son index contre son poignet, juste au-dessus de sa montre. C'était un contact exclusif. C'était le contact d'une femme qui savait exactement à quoi ressemblait ce poignet sans la montre. Graham ne s'est pas retiré. Il s'est penché vers elle. J'étais assise là, sirotant de l'eau pétillante, archivant chaque regard et chaque contact dans un dossier mental.
Puis Sienna s'est excusée pour prendre un appel d'un fournisseur de haut niveau. Alors qu'elle s'éloignait, le tissu de sa robe bougeait fluidement contre son corps. Notre serveur est arrivé pour remplir les verres de vin. C'était un jeune homme, désireux de plaire. Madame Rod est merveilleuse, n'est-ce pas, a dit le serveur en versant un cabernet corsé dans le verre de Graham. Nous la voyons assez souvent ici pour des déjeuners d'affaires, bien que d'habitude elle ait plus de fleurs. L'air à la table s'est figé. Graham s'est raidi. J'ai vu ses jointures blanchir autour du pied de son verre de vin. Des fleurs, ai-je demandé, ma voix légère, conversationnelle. Oh oui, a continué le serveur, ignorant la mine sur laquelle il venait de marcher. Elle se fait généralement livrer d'énormes arrangements à la table si c'est une occasion spéciale. Celui qui les envoie doit vraiment aimer les roses. L'odeur embaume toute la section. J'ai regardé Graham. Il fixait intensément le panier à pain. Comme c'est romantique, ai-je dit. Tu ne trouves pas, Graham? Je ne saurais pas, a marmonné Graham en prenant une grande gorgée de vin. Je t'ai dit que je pense que c'est un gaspillage. J'ai souri au serveur. Mon mari déteste les fleurs. Il pense que c'est juste de l'argent jeté à la poubelle. Le serveur a eu l'air confus, sentant la tension, et s'est rapidement retiré. Sous la table, j'ai déverrouillé mon téléphone. Je n'ai pas regardé en bas, mais mon pouce connaissait les mouvements. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué jusqu'à la fonction de recherche de carte de crédit. J'ai filtré par « Torn et en B ». Il y avait 5 débits au cours des 2 derniers mois, tous à l'heure du déjeuner, tous des montants substantiels, et à 3 de ces dates, il y avait des débits correspondant de Velvet Petal Studio traités exactement 2 heures auparavant. Sienna est revenue à la table, le visage rouge d'excitation. C'était le directeur de l'éclairage, a-t-elle dit en se glissant de nouveau dans la cabine. Nous avons les maquettes finales pour la scène. Ça va être à couper le souffle. Elle a déverrouillé son téléphone et a tourné l'écran vers nous pour montrer un rendu. Mais alors qu'elle faisait défiler sa galerie de photos pour trouver l'image, elle est passée devant une photo qui m'a fait arrêter le cœur. C'était un selfie. Elle se tenait dans une pièce avec des baies vitrées. Derrière elle se trouvait un bureau et derrière le bureau se trouvait un mur littéral couvert de roses rouges fraîches et profondes. Cela ressemblait à un sanctuaire. Oh, ignorez ça, a-t-elle ri, feignant d'être embarrassée, mais s'attardant sur l'image une seconde de trop. C'est juste mon nouveau bureau à domicile. Je l'ai enfin aménagé comme je le voulais. J'ai besoin d'un espace qui inspire la créativité. Vous savez. Ça fait beaucoup de fleurs, ai-je dit. C'est mon sanctuaire, a dit Sienna, ses yeux se posant sur Graham. Sa voix a baissé d'un octave, devenant douce et lourde. J'ai un bienfaiteur qui croit qu'il faut m'entourer de beauté. Il sait à quel point cela compte pour moi. Graham s'est raclé la gorge. On devrait peut-être commander, a-t-il dit, la voix tendue. J'ai de nouveau regardé la photo avant qu'elle ne la fasse glisser. J'ai reconnu le vase. C'était du cristal autrichien. J'ai reconnu la nuance spécifique de rouge, et j'ai reconnu la vue par la fenêtre derrière elle. C'était la vue depuis le Meridian Heights, regardant vers le sud. Les $1 700, les honoraires de consultation récurrents, la stratégie de marque, tout était là sur un écran de 4 pouces. Il ne lui achetait pas seulement des bouquets. Il lui construisait un décor. Il utilisait l'argent destiné aux logements sociaux pour construire un mur de roses pour sa maîtresse afin qu'elle puisse se sentir inspirée pendant qu'elle dépensait son argent. Je vais aux toilettes pour dame, ai-je dit en me levant, mes jambes étonnamment stables. J'ai marché jusqu'aux toilettes, le tapis moelleux absorbant le son de mes talons. À l'intérieur, l'éclairage était doré et flatteur, conçu pour que les femmes riches se sentent belles. Je me suis penché sur le lavabo en marbre et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué. Il y avait de fines rides autour de mes yeux qui n'étaient pas là il y a un an, mais mes yeux eux-mêmes étaient clairs. Pendant un moment, j'avais ressenti une vague de jalousie envers Sienna, sa robe bordeaux et ses ondulations confiantes. Mais en me lavant les mains, regardant l'eau froide couler sur ma peau, la jalousie s'est évaporée, remplacée par une clarté froide et dure. Sienna Rod était un symptôme. Elle était une ligne de compte. Elle était une dépense. Elle était essentiellement une entrepreneuse haut de gamme que Graham avait embauchée pour booster son ego. La blâmer serait inefficace. Ce serait une erreur émotionnelle. Je me suis séché les mains sur une serviette en lin et je l'ai jetée dans le panier à linge.
J'ai regardé mon reflet une dernière fois. La cible n'est pas la femme en robe rouge, ai-je chuchoté au miroir. La cible est l'homme assis à la table 4 qui utilise une fondation caritative pour aménager son infidélité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier, jardin. J'ai créé une nouvelle note. Lieu, Tornay-en-Baie. Sujet, Sienna Rod. Observation, elle porte l'épreuve. Il paie la facture. Changement de stratégie, arrêtez de chercher l'adultère. Commencez à chercher le détournement de fonds. J'ai lissé ma robe. J'ai rangé mon téléphone. Je suis retourné dans la salle à manger pour finir de dîner avec mon mari et sa consultante. Prête à jouer l'épouse aimante encore un peu plus longtemps. Le gala annuel de Lowell Urban Future n'était pas seulement une fête. Dans le calendrier social de Seattle, c'était l'événement où les tranches d'imposition de la ville étaient définies. C'était un bal masqué en cravate noire où la valeur nette était le costume et la philanthropie le masque. Cette année, les enjeux étaient plus élevés que d'habitude. Graham devait dévoiler le projet Verde Horizon, une série de micro-appartements écologiques et abordables destinés aux jeunes travailleurs de la technologie. C'était le projet qui devait le propulser du statut de promoteur à succès à celui de visionnaire civique. C'était aussi la scène où il prévoyait de m'humilier devant 500 personnes. Je l'ai découvert un mardi, 3 jours avant l'événement. Graham avait laissé son iPad déverrouillé sur l'îlot de la cuisine pendant qu'il prenait une douche. C'était une erreur d'inattention, ou peut-être d'arrogance. Il supposait que j'étais trop occupé à coordonner les préférences de traiteurs pour les tables VIP pour fouiner. Je n'ai pas fouiné. J'ai audité. J'ai ouvert le fichier intitulé « Gala déroulement final V4.pdf ». J'ai fait défiler la logistique du service de voiturier et des hors-d'œuvre jusqu'à ce que j'atteigne le programme de la présentation principale. 20h, Graham Lowell monte sur scène. Introduction de la vision Verde Horizon. 20h15, Sienna Rod rejoint Graham sur scène. Discours commun sur « Le design avec empathie ». 20h30, présentation sur le mur vidéo « Les esprits derrière la mission ». J'ai cliqué sur le lien intégré pour le fichier vidéo. La séquence a joué en haute définition. C'était un montage professionnel, sur fond de musique à cordes inspirantes. On y voyait Graham et Sienna sur des chantiers, portant des casques, pointant des plans. Mais ensuite, le ton a changé. On est passé à des plans spontanés des coulisses. Sienna riant à quelque chose que Graham lui chuchotait. Graham lui enlevant une mèche de cheveux du visage pendant qu'ils examinaient un document. Sienna ajustant sa cravate. Il ressemblait au Kennedy. Il ressemblait à un couple de pouvoir bâtissant un empire. J'ai fait défiler pour trouver mon nom. Je l'ai finalement trouvé en annexe, sous « Logistique des places ». Alani Sanders Lowell, hôtesse de la table 12, donateur VIP, s'assurait que les boissons restent pleines. Je n'étais pas l'épouse. Je n'étais pas la partenaire. J'étais le personnel. J'étais positionnée comme l'organisatrice d'événements glorifiés tandis que la maîtresse était élevée au rang de co-visionnaire. J'ai entendu l'eau s'arrêter dans la salle de bain principale. J'ai fermé l'iPad, j'ai essuyé mes empreintes digitales de l'écran et je l'ai replacé exactement à 5 cm du bord du comptoir, comme il l'avait laissé. Ce soir-là, la tension dans le Penthouse était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. La pluie s'abattait contre les baies vitrées, transformant l'horizon de Seattle en une aquarelle floue de gris et de néon. Graham était dans la cuisine, se versant un verre de pinot noir. Il avait l'air détendu, l'image d'un homme qui croyait contrôler toutes les variables de son univers. Je me tenais de l'autre côté de l'îlot en marbre. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai posé mes mains à plat sur la pierre froide. J'ai vu le déroulement, Graham, ai-je dit. Ma voix était stable, mais elle ressemblait à un fil tendu jusqu'au point de rupture. Il a fait tourner le vin dans son verre, sans lever les yeux. Et ça a l'air bien, n'est-ce pas? L'équipe de production s'est vraiment surpassée cette année. Tu la mets sur scène avec toi, ai-je dit. Tu diffuses un montage vidéo qui ressemble à une bobine de mariage, et tu me fais asseoir à la table 12 pour m'assurer que les invités inattendus ont assez d'eau pétillante. Graham m'a enfin regardé. Son expression était d'une légère irritation, comme si je me plaignais de la mauvaise nuance de serviette. Alani, tu es dramatique. Sienna est la consultante stratégique. Elle a conçu l'identité de la marque. Il est logique qu'elle soit là-haut. Les donateurs veulent voir l'équipe. Elle n'est pas l'équipe, Graham, ai-je dit en me penchant en avant.
C'est la femme à qui tu envoies des roses d'une valeur de 1800 $. C'est la femme que tu as emmenée à Santa Barbara pour notre anniversaire. Il a ri. C'était un son court et sec, dépourvu d'humour. Jésus, Alani, on en revient aux fleurs? Je t'ai dit que je déteste les fleurs. Je ne sais pas où tu vas chercher ces délires. Tu travailles avec des données toute la journée. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas inventer des schémas qui n'existent pas. Si tu montes sur cette scène avec elle, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure, et que tu la parades devant toute la ville comme ta partenaire pendant que je suis assise dans le public, tu n'auras pas d'épouse à qui rentrer à la maison. Je suis sérieuse, Graham. Ne m'humilie pas, il a pris une lente gorgée de son vin. Il m'a regardé avec une pitié qui m'a glacé le sang. Tu es si sensible ces derniers temps, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas attirant, chérie. Vraiment. Tu te fais un film. Sienna travaille pour la communauté. Je respecte sa compétence. C'est tout. Arrête d'essayer de gâcher la plus grande soirée de ma carrière avec tes insécurités. Il a posé le verre et a quitté la pièce. Je vais dormir dans la chambre d'amis. J'ai besoin de repos avant le gala. Et tu rayonnes d'énergie négative. Je suis resté seul dans la cuisine. J'ai alors réalisé qu'il se fichait que je sache. Il se fichait que je sois blessé. Il se souciait seulement que je ne fasse pas de scène. Le lendemain matin, les murs ont commencé à se refermer sur moi. Mon téléphone a sonné à 9 heures. C'était Damon Lowell, le frère aîné de Graham et le directeur financier du groupe Lowell Meridian. Damon et moi avions toujours eu une relation cordiale, bien que distante. Il me considérait comme un atout censé pour le portefeuille familial. Alani, a dit Damon, en sautant les politesses. Graham me dit que tu as quelques difficultés émotionnelles concernant le programme du gala. Il appelle ça des difficultés émotionnelles, ai-je dit en tapant sur mon ordinateur portable pendant que je parlais. J'appelle ça une démonstration publique d'infidélité. Écoute-moi, la voix de Damon a baissé, devenant dure comme de l'acier. Nous concluons un tour d'investissement de 100 millions de dollars avec le conseil municipal vendredi soir. Cet accord dépend de la stabilité de la fondation. Si tu entres dans cette salle de bal et que tu crées une scène parce que tu es jalouse d'une consultante, tu ne blesses pas seulement Graham. Tu te tires une balle dans le pied. Tu fais exploser la fortune de la famille. Ne sois pas cette femme, Alani. Sois intelligente. Je suis toujours intelligente, Damon, ai-je dit. C'est ça le problème. Souris simplement pour les caméras, a-t-il ordonné. Nous pourrons discuter de tes sentiments après que les chèques auront été encaissés. Il a raccroché. J'ai regardé le téléphone. La famille a fait bloc. L'argent protégeait l'argent. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un qui n'était pas sur la liste de paix. J'ai envoyé un texto à Kimberly Shaw. Nous avions été colocataires à l'université. Elle avait été ma demoiselle d'honneur à mon mariage. Elle connaissait Graham. Elle me connaissait. Je lui ai envoyé un texto, il la met sur scène. Il me fait douter de ma santé mentale à propos de l'adultère. Je ne pense pas que je puisse aller au gala. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, le message est arrivé. Alani, ma chérie, j'ai parlé à Graham hier. Il avait l'air si stressé. Écoute, honnêtement, je pense que tu interprètes trop les choses. Les hommes riches comme Graham, ils ont besoin d'une forte énergie féminine dans leurs équipes. Ça ne veut pas dire qu'ils couchent ensemble. Peut-être qu'elle est juste douée dans son travail. Ne sois pas la femme jalouse. N'en fais pas un drame. Tu as une belle vie. Ne la gâche pas pour une suspicion. J'ai lu le texto 2 fois. L'air dans mon bureau s'est soudainement raréfié. Kimberly n'était plus mon amie. Elle était une abonnée au style de vie de Graham Lowell. Elle aimait les fêtes en bateau. Elle aimait l'accès. Elle préférait la version de la réalité où Graham était le génie bienveillant et stressé, et où j'étais l'encre névrosée qui le tirait vers le bas. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la conversation. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le dossier, jardin, ouvert sur mon écran. J'ai regardé les noms de fichiers. Relevé bancaire-bas octobre.pdf. Facture rose 4092 G script-bas gala-bas brouillon.pdf. Si j'explosais au gala, si je jetais un verre,
Si je le giflais ou si je criais, je serais exactement ce qu'ils disaient tous que j'étais. L'épouse instable et jalouse. Je serais la méchante de leur récit. Graham obtiendrait la sympathie. Damon obtiendrait son accord. Kimberly tapoterait le bras de Graham et lui dirait qu'il a fait de son mieux. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir des sentiments. Les sentiments étaient un handicap. J'ai attrapé mon carnet physique. Le Moleskine noir que je gardais sur mon bureau pour les pensées analogiques. Je l'ai ouvert à une nouvelle page. Ma main était stable maintenant. Le tremblement avait cessé. J'ai écrit 3 courtes phrases. Pas de dispute, pas de larmes, juste des signatures. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du service de messagerie. J'avais un paquet de documents à livrer à un avocat spécifique, mais pas pour un divorce. Pas encore. D'abord, je devais m'assurer que lorsque l'Empire Lowell s'effondrerait, je ne serais pas dans le rayon de l'explosion. Oui, ai-je dit au répartiteur. J'ai une livraison prioritaire. Elle doit être récupérée dans l'heure. J'ai raccroché et j'ai regardé la ville. Qu'ils aient leur gala. Qu'ils aient leurs fleurs. J'étais sur le point de réécrire la fin de leur spectacle. Je ne suis pas allé voir un conseiller conjugal. Je suis allé voir un requin. Naomi Price était associée dans un cabinet concurrent, une femme spécialisée dans la fraude aux organisations à but non lucratif et les crimes financiers en col blanc. Elle avait été mon mentor quand j'étais une jeune analyste, m'apprenant que l'arme la plus dangereuse dans une salle d'audience est une femme calme avec une pile de relevés bancaires. Nous nous sommes rencontrés dans un café appelé The Daily Grain, situé dans un quartier bien trop miteux pour que quiconque dans le cercle de Graham y mette les pieds. C'était le genre d'endroit qui sentait les grains brûlés et la pluie, où les tables étaient collantes et où les clients s'occupaient de leurs propres affaires. J'ai fait glisser un lourd dossier Manille sur la table en stratifie rayée. Naomi ne l'a pas ouvert immédiatement. Elle a pris une gorgée de son café noir, ses yeux scrutant mon visage. « Tu as l'air terrible, Alani. » Ce n'était pas une insulte. C'était un constat. « J'ai une théorie, ai-je dit, ignorant le commentaire. J'ai besoin que tu me dises si c'est une affaire. »« Parle, a-t-elle dit. » Graham utilise la fondation Lowell Urban Future comme sa tirelire personnelle, ai-je commencé, ma voix basse et précise. Je crois qu'il canalise les fonds des donateurs vers une société écran appelée Road Impact Consulting pour soutenir sa maîtresse, Sienna Road. Il paie son appartement, son style de vie et ses services de conseil. Il utilise également des informations privilégiées des projets de développement de la fondation pour acheter des propriétés à son nom avant que les annonces publiques ne soient faites. Naomi a haussé un sourcil. Elle a ouvert le dossier. Elle a regardé la capture d'écran de la facture de Velvet Petal Studio. Elle a regardé les journaux de transactions que j'avais tirés de la banque. L'adultère coûte cher, a noté sèchement Naomi. Mais détourner des fonds caritatifs, c'est un crime. Si tu peux prouver qu'il utilise des dollars exonérés d'impôts à des fins personnelles, le conseil d'administration devra le sacrifier pour se sauver. Le procureur général s'en mêlera. Ça frappe plus fort qu'un divorce, Alani. C'est la prison. C'est la confiscation des biens. Je sais, ai-je dit. J'ai besoin de savoir ce qui manque. Tu as de la fumée, a dit Naomi en tapotant l'ongle sur la feuille de calcul. J'ai besoin du feu. J'ai besoin d'un lien direct entre les comptes de la fondation et une dépense personnelle qui ne peut pas être expliquée comme des frais généraux. J'ai besoin de la preuve irréfutable qui prouve qu'il savait exactement où allait l'argent. J'ai hoché la tête. J'avais mes ordres de marche. Je suis retourné au travail. Je ne suis pas allé au bureau. J'ai travaillé depuis le Penthouse, utilisant la connexion au débit sécurisé que Graham insistait à avoir pour sa console de jeu. J'ai activé un réseau privé virtuel pour masquer mon trafic. J'avais besoin de fouiller dans les archives. Graham était négligent avec son hygiène numérique. Il me demandait souvent de rédiger des emails pour lui quand il était trop occupé, m'envoyant des notes approximatives et des pièces jointes à mon email personnel pour que je les peaufine. Je me suis connecté à mon propre dossier, envoyé, et j'ai cherché des mots-clés, allocation, budget, brouillon. J'ai trouvé un email datant de 8 mois. Objet, TR, coût projeté pour examen. C'était une feuille de calcul interne qu'il m'avait transmise pour la mettre en forme pour une présentation au conseil d'administration. J'ai ouvert la pièce jointe originale, pas la version épurée que j'avais renvoyée. J'ai affiché les colonnes qu'il m'avait dit de supprimer pour la version finale. C'était là.
Ligne 42, soutien au logement du consultant externe. L'adresse indiquée n'était pas un bureau d'entreprise. C'était le Meridian Heights, appartement 4B. Il avait littéralement inscrit son loyer dans le budget du projet comme une dépense professionnelle, l'avait caché dans une colonne, puis m'avait dit de le supprimer pour la version publique, mais les métadonnées du fichier original montraient qu'il en était l'auteur. J'ai sauvegardé le fichier dans le dossier « Jardin ». Ensuite, j'avais besoin des journaux de transactions brutes du serveur interne de la fondation, pas seulement des relevés bancaires. J'ai appelé Kevin, un spécialiste informatique junior à la fondation. Kevin m'aimait bien parce que je me souvenais toujours de son anniversaire et que je l'avais une fois aidé à nettoyer un virus de son ordinateur portable sans le dire à son patron. « Salut, Kevin », ai-je dit, en gardant ma voix vive et professionnelle. Graham panique à propos du rapport de transparence pour le gala. Il veut s'assurer que tous les journaux des fournisseurs sont propres. Peux-tu me transférer les données brutes des 12 derniers mois sur un disque sécurisé? Je dois les auditer avant les auditeurs. Bien sûr, Madame Lowell, a dit Kevin. Je vais le mettre sur une clé USB. Voulez-vous que je vous l'envoie par coursier? Non, ai-je dit, je passerai. Je dois de toute façon déposer des papiers. 1 heure plus tard, je sortais du siège de la fondation avec une clé USB contenant l'ADN financier de toute l'opération de Graham. Je ne l'ai pas mise dans mon sac à main. Je suis rentré à la maison et j'ai placé la clé dans une boîte de thé Earl Grey en vrac au fond du garde-manger. Graham détestait le thé. Mais j'avais besoin d'une dernière chose. J'avais besoin de boucler la boucle sur les roses. La facture que j'avais vue était numérique, mais je voulais le schéma. Je suis allé au Velvet Petal Studio. C'était une boutique dans le quartier des Arts, le genre d'endroit qui ne mettait pas les prix sur les seaux. Je portais un blazer de couleur crème et je tenais un presse-papier. J'avais l'air de n'importe quelle autre organisatrice d'événements de la ville. La propriétaire, une femme aux cheveux parfaitement coiffés, m'a accueilli. « Bonjour », ai-je dit en affichant un sourire d'entreprise. Je représente un nouveau service de conciergerie de luxe. Nous recherchons un partenaire floral pour nos clients VIP. J'ai entendu dire que vous vous occupiez de Graham Lowell. Ces arrangements sont toujours si spécifiques. Nous voulons ce niveau de service. La propriétaire a rayonné. La vanité est une merveilleuse vulnérabilité. Oh, Monsieur Lowell est l'un de nos meilleurs clients. Il est si romantique. Une commande permanente chaque semaine. Chaque semaine? Ai-je demandé, feignant l'admiration. C'est de la dévotion. Varie-t-il la commande? Jamais, a-t-elle ri en tournant l'écran de son iPad vers moi pour montrer son système. Regardez ici. Compte numéro 892. Commande permanente. 50 roses rouges. Livraison chaque mardi à Madame Rod. Note au dossier, préfère le rouge profond. La carte varie. Il fait ça depuis 7 mois. Comme une horloge. J'ai regardé l'écran. J'ai vu la liste des dates. J'ai vu le montant total dépensé depuis le début de l'année. C'était plus de 42 000 $. 42 000 $ en fleurs. Pendant que je découpais des coupons pour les courses parce que Graham se plaignait que le chou frisé bio était trop cher. Impressionnant, ai-je dit. Je vous recontacterai certainement. Je suis sorti de la boutique. J'avais les dossiers financiers. J'avais le lien avec le logement. J'avais le schéma des cadeaux. J'ai de nouveau rencontré Naomi l'après-midi suivant. Cette fois, nous nous sommes rencontrés à son bureau. Les stores étaient baissés. Tu en as assez, a dit Naomi en examinant les fichiers sur la clé USB que j'avais apportée. C'est exploitable. C'est destructeur. Puis elle a sorti un document de sa mallette. Son visage était sombre. Mais nous avons un problème, Alani. J'ai examiné l'avenant au contrat de mariage que tu as signé il y a 2 ans. J'ai froncé les sourcils. Les papiers de refinancement. Graham avait dit que c'était juste pour baisser notre taux d'intérêt sur les propriétés commerciales. Il avait dit que la banque nous obligeait à séparer certaines responsabilités. Il a menti, a dit platement Naomi. Ce n'était pas un document de refinancement. C'était un accord post-nuptial déguisé en renonciation à la responsabilité. En signant cela, tu as effectivement renoncé à ton droit à toute plus-value des actifs de Lowell Meridian pendant le mariage. Tu as maintenu ta pension alimentaire à un montant forfaitaire de 50 000 $.
Tu as essentiellement renoncé à ta part des 7 dernières années. La pièce a tourné. Je me suis souvenu de cette nuit. Il m'avait versé du vin. Il avait été si doux, me disant qu'il voulait me protéger de ses risques professionnels. Signe juste ici, chérie. Ça te protège si le marché s'effondre. Il ne me protégeait pas. Il se préparait à me jeter. Il planifiait cette stratégie de sortie depuis 2 ans, sécurisant sa fortune avant de commencer à la dépenser pour Sienna. J'ai senti une froideur s'installer dans ma moelle, plus profonde que la colère. C'était une clarté si vive qu'elle coupait. Il me pensait stupide. Il me pensait un accessoire qu'il pouvait déplacer sur l'échiquier puis ranger quand il en avait fini. Alors, a dit Naomi en se penchant en avant, voici où nous en sommes. Si tu demandes un divorce standard, tu obtiens 50 000 $ et une voiture d'occasion. Il garde l'empire. Il garde la maîtresse. Il gagne. Elle a posé sa main sur la pile de preuves que j'avais recueillies. Où, a-t-elle poursuivi, nous utilisons ça. Nous ne demandons pas seulement le divorce. Nous dénonçons tout. Nous remettons ça au conseil d'administration et au procureur général. Nous prouvons que les actifs qu'il a tenté de protéger avec cet accord post-nuptial ont été construits sur la fraude. Si les actifs sont gelés ou saisis, il n'a plus rien. Mais Alani, écoute-moi attentivement. Si tu appuies sur cette gâchette, tu le détruis complètement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il te haïra de tout son être. J'ai regardé les fichiers. J'ai regardé la ligne de compte pour les roses. J'ai pensé au papier de refinancement qu'il m'avait fait signer avec un baiser sur la joue. Il me déteste déjà, ai-je dit, ma voix stable. Il ne s'en est juste pas encore rendu compte parce que je n'ai pas cessé d'être utile. Je ne veux pas de pension alimentaire, Naomi. Je ne veux pas de son argent sale. Je l'ai regardé dans les yeux. Je veux qu'il perde. Naomi a souri. Un sourire lent et dangereux. Alors, chargeons le pistolet. La semaine précédant le gala, notre Penthouse a cessé d'être une maison pour se transformer en salle de guerre pour l'ego de Graham. Les baies vitrées, offrant habituellement une vue sur le ciel pleurant de Seattle, étaient obscurcies par d'immenses panneaux d'inspiration montés sur des chevalets. Ils bloquaient la lumière, remplaçant la ville par une vision organisée de luxe et d'altruisme. J'ai traversé le salon avec une tasse de café noir, étudiant les affichages. Le thème de la soirée était « Avenir en fleurs », une métaphore lourde pour le nouveau développement de logements. Mais en regardant l'art conceptuel, je ne voyais pas de logement. Je voyais un sanctuaire. Il y avait des rendus d'un mur végétal pour le hall de l'hôtel, une structure de près de 4 mètres entièrement composée de roses fraîches. Il y avait des croquis pour un photomaton en forme de tunnel de roses où les donateurs pourraient poser pour les réseaux sociaux. Il y avait des dessins pour les centres de table, des arrangements massifs et débordants de fleurs pourpres pour chaque table. Graham est entré, ajustant les poignets de sa chemise, l'air satisfait de lui. C'est un peu beaucoup, n'est-ce pas, a-t-il dit, faisant un geste vers le panneau avec un air de réticence feinte. Tu sais, je déteste les fleurs, Alani. Je pense qu'elles sont un gaspillage de ressources. Mais les organisateurs d'événements ont insisté. Ils ont dit que les donateurs répondent au luxe organique. C'est juste du marketing. Bien sûr, ai-je dit en prenant une gorgée de café. C'est juste de la communication. J'ai regardé de plus près la liste des fournisseurs épinglés dans le coin inférieur du panneau d'inspiration. Partenaire floral, Velvet Petal Studio. Je savais exactement ce que je regardais. Ce n'était pas du marketing. Ce n'était pas pour les donateurs. La nuance spécifique de rouge, secret profond, une variété importée d'Équateur, était identique aux roses qu'il envoyait à l'appartement 4B tous les mardis. Le style des arrangements, luxuriant et débordant, correspondait au mur du bureau de Sienna. Graham ne donnait pas seulement une fête pour l'organisation caritative. Il utilisait le budget de la fondation pour envoyer une lettre d'amour publique de 200 000 $ à sa maîtresse. Il transformait la salle de bal de l'Azur Crown en une réplique de la vie qu'il avait construite avec elle, et il invitait toute la ville à l'applaudir pour cela. Plus tard cet après-midi-là, pendant que Graham était en conférence téléphonique dans son bureau, j'ai accédé au lecteur cloud de l'équipe de coordination de l'événement. J'avais besoin de voir le plan de table. J'ai trouvé le fichier intitulé « Plan-de-table-final-V12 ». J'ai zoomé. La disposition était un cercle concentrique de pouvoir.
Au centre, directement en face de la scène, se trouvait la table d'honneur. Les noms inscrits étaient Graham Lowell, président, Sienna Rod, responsable stratégique, le maire et 2 grands milliardaires de la technologie. J'ai parcouru les cercles extérieurs. J'ai parcouru le niveau intermédiaire. Finalement, j'ai trouvé mon nom, Alani Sanders Lowell. J'étais assigné à la table 42. Elle était située près des portes de la cuisine, dans la section réservée aux conjoints des associés juniors et aux fournisseurs régionaux. J'ai regardé l'écran. Il ne me jetait pas seulement. Il m'effaçait. En plaçant Sienna à la table d'honneur et moi dans les confins de la salle de bal, il faisait une déclaration visuelle à tout le monde dans la salle. Elle était la partenaire. J'étais l'accessoire. J'étais la relique d'une vie passée dont il n'avait pas encore pris la peine de divorcer légalement. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'humiliation brûlait, vive et aiguë. Mais je l'ai nourrie dans la fournaise de ma résolution. Il me voulait au fond de la salle. Cela ne ferait que rendre plus difficile pour lui de me voir quand je mettrais le feu à la salle. Je suis allé à mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Il était temps de préparer les explosifs. J'ai ouvert le dossier « Jardin ». J'avais organisé les preuves en 3 paquets numériques distincts, chacun adapté à un public spécifique. Le premier paquet était pour le président du conseil d'administration. Il contenait l'analyse financière, les factures de Road Impact Consulting, la double facturation et la comparaison côte à côte des retraits de la fondation et des dépenses de style de vie de Sienna. Le deuxième paquet était pour les 20 principaux donateurs. Il était visuel et simple. Il comprenait des photos des sites de logements abordables, qui étaient en fait des terrains non aménagés, contrastés avec des photos de l'appartement rénové de Sienna et les reçus des matériaux payés par le fonds de construction. Le troisième paquet était pour le bureau des œuvres de bienfaisance du procureur général de l'État. C'était l'injection létale. Il contenait les journaux de serveurs bruts que j'avais extraits du bureau, les fichiers budgétaires modifiés et un fichier audio que j'avais capturé il y a 3 semaines. Graham était en haut-parleur dans la voiture, pensant que je dormais sur le siège passager. Je l'avais enregistré disant à son comptable, déplace simplement le capital du fonds de bourse pour jeunes pour couvrir l'acquisition du terrain. Je signerai l'autorisation rétroactivement. Personne ne vérifie les journaux intermédiaires. J'ai téléchargé les fichiers sur un serveur tiers sécurisé. J'ai défini la liste de distribution. Liste des destinataires, conseil d'administration, tous les donateurs de niveau 1, ligne de dénonciation du procureur général. J'ai regardé l'horloge. Le discours principal était prévu à 20h15 le lendemain soir. J'ai réglé l'heure de livraison à 20h20. 5 minutes après le début de son discours. Juste assez de temps pour qu'il se sente à l'aise sous les projecteurs. Programmer l'envoi. Le bouton est devenu gris. Le compte à rebours a commencé. Juste au moment où je me suis penché en arrière, mon téléphone a vibré sur le bureau. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un choc de surprise authentique. Nouveau message, Sienna Rod. Je ne lui avais jamais donné mon numéro. Graham devait le lui avoir donné. Peut-être sous prétexte de coordination. J'ai ouvert le message. Salut Alani. Je sais que les choses peuvent être stressantes avant un grand événement. Je voulais juste dire que j'espère que demain nous pourrons nous tenir ensemble en tant que femmes soutenant la mission. Tu es la force tranquille derrière le succès de Graham, et je veux m'assurer que tu te sentes honoré. Faisons de cette soirée une grande soirée pour la fondation. Je l'ai lu 2 fois. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Force tranquille. C'était un code pour « victime silencieuse ». Elle essayait de me gérer. Elle essayait de neutraliser préventivement toute scène que je pourrais faire en faisant appel à un faux sentiment de sororité. Elle voulait que je sois l'accessoire souriant et gracieux pour qu'elle puisse jouer la star brillante sans culpabilité. Je n'ai pas tapé la rage qui criait dans ma tête. J'ai tapé 2 mots, bien sûr. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai pris une capture d'écran de son texto et je l'ai glissé dans le dossier « Jardin ». Cela ferait une belle note de bas de page dans le dossier de divorce, annexe G, la tentative de manipulation psychologique de la maîtresse. J'avais une dernière tâche. La technologie peut tomber en panne. Les serveurs peuvent planter. J'avais besoin d'une sécurité physique. J'ai imprimé un résumé d'une page de la fraude. Je l'ai placé dans une enveloppe épaisse avec une clé USB contenant le dossier complet. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif inviolable. J'ai écrit un nom sur le devant, Naomi Price, ESQ.
J'ai appelé le service de messagerie interne de mon cabinet d'avocat. Quand le coursier est arrivé, je lui ai remis l'enveloppe. Livrez ceci à Naomi Price au bureau de Price et Sterling, ai-je ordonné. Mais ne le lui donnez pas immédiatement. Laissez-le à leur réception. Si je ne vous appelle pas avant 21 h demain soir pour annuler, vous le lui livrerez en main propre. Avez-vous compris? Oui, madame, a dit le coursier. En attente stricte jusqu'à 21 h. J'ai fermé la porte. Si Graham arrêtait d'une manière ou d'une autre les emails, ou s'il parvenait à se sortir des preuves numériques, la copie physique déclencherait l'avalanche juridique 1 heure plus tard. Le lendemain soir, la limousine est arrivée pour nous emmener à l'Azur Crown. Graham était d'une beauté dévastatrice dans son smoking. Je portais une robe bleu nuit, froide, sombre et nette. « Tu es belle », a-t-il dit distraitement, en consultant son téléphone pendant que nous roulions. « N'oublie pas, Alani, souris. Ne bois pas trop. Et s'il te plaît, essaie d'avoir l'air de t'amuser à la table 42. Les fournisseurs là-bas sont de bonnes personnes. Je me comporterai de la meilleure des manières, ai-je promis. Nous sommes arrivés à l'hôtel. L'entrée était flanquée d'immenses urnes débordant de roses rouges. L'air était épais de leur parfum, doux, lourd et suffocant. Ça sentait le salon funéraire pour un géant. En entrant dans le hall, l'ampleur de la chose m'a frappé. Il y en avait des milliers. Des roses bordant l'escalier, des roses en cascade depuis les lustres, un mur de roses derrière le bureau d'enregistrement. C'était une mer de rouge, achetée et payée par l'argent destiné à loger les pauvres. Graham a fait un signe à un photographe, son sourire éclatant et étudié. Il m'a serré la taille, une prise possessive et d'avertissement. C'est l'heure du spectacle, a-t-il chuchoté. J'ai regardé les fleurs. J'ai regardé l'homme qui prétendait les détester. Il pensait utiliser ces roses pour cacher ses secrets, pour éblouir les donateurs avec une façade de romance et de luxe. Il ne réalisait pas que pour moi, chaque pétale était un point de données. Oui, ai-je pensé en marchant sur le tapis rouge. C'est l'heure du spectacle. Je n'entrais pas seulement dans un gala. J'entrais dans un site de démolition, et c'est moi qui tenais le détonateur. La salle de bal de l'Azur Crown s'est plongée dans l'obscurité, à l'exception de l'immense écran LED derrière la scène. La présentation vidéo a commencé, un montage léché en haute définition d'enfants souriants, de toits verts et d'images en accéléré de grues de construction dansant sur le lever de soleil de Seattle. La musique a enflé, une partition orchestrale triomphale conçue pour manipuler les glandes lacrymales des milliardaires. Puis l'écran s'est estompé pour laisser place à un graphique d'une seule rose en fleurs, et le texte est apparu en élégante police serif blanche, des avenirs en fleurs. Les lumières se sont rallumées. Les applaudissements ont été tonitruants. Graham est monté sur scène. Il ressemblait au prince de la ville. Son smoking était parfaitement ajusté. Ses cheveux étaient coiffés en arrière et son sourire était éblouissant. Sienna est sortie un pas derrière lui, portant une robe argentée qui scintillait comme du mercure liquide. Elle avait tout l'air de la co-visionnaire, de la partenaire égale. Il se tenait devant un décor qui n'était pas une projection numérique, mais un mur littéral de roses rouges fraîches et profondes, des milliers d'entre elles, tissées en une tapisserie d'excès. Je me tenais tout au fond de la salle, près des portes battantes de l'entrée de service. Mes mains étaient vides. J'avais posé mon verre de vin sur un plateau qui passait quelques minutes auparavant. J'avais besoin de mes mains libres. J'avais besoin de mes nerfs solides. Graham s'est approché du microphone. Il a attendu que les applaudissements se taisent, s'en imprégnant comme de la lumière du soleil. Merci, a-t-il dit, sa voix baissant dans ce registre intime et humble qui fonctionnait si bien dans les salles de conseil. Construire un avenir n'est pas un acte solitaire. Cela demande de la vision. Cela demande de la passion. Et parfois, cela demande un partenaire qui vous pousse à voir la beauté là où vous ne voyez que des plans. Il s'est tourné vers Sienna. Elle a souri, un abaissement modeste et étudié de ses cils. C'était le script. C'était le moment qu'ils avaient répété dans notre salon pendant que j'étais censé dormir. Mais ensuite est venue l'improvisation, la touche qu'ils pensaient charmante. De la droite de la scène, un assistant de production est sorti, portant un bouquet. Ce n'était pas un bouquet normal. C'était une monstruosité de velours et de tiges, au moins 4 douzaines de roses équatoriennes à longues tiges enveloppées dans un lourd papier cramoisi. Il faisait presque la moitié de la taille de Sienna. Graham a pris le bouquet. Il a ri, un son léger et autodérisoire,
et a parlé dans le microphone. Maintenant, quiconque me connaît sait que je déteste les fleurs. Le public a gloussé. C'était une blague d'initié pour eux, une bizarrerie d'un homme d'affaires pragmatique. J'ai toujours dit qu'elles étaient un gaspillage, a poursuivi Graham en regardant Sienna avec adoration. Mais il y a une personne qui a été assez persistante pour me faire changer d'avis, une personne qui m'a appris que parfois, il faut laisser les choses s'épanouir. La salle a éclaté de « ah » et de rire. J'ai senti un goût métallique froid dans ma bouche. Il prenait le mensonge spécifique qu'il avait utilisé pour me manipuler pendant 7 ans, l'arme même qu'il avait utilisée pour me refuser un bouquet à 5 $ de l'épicerie, et l'utiliser comme une chute pour courtiser publiquement sa maîtresse. Sienna, a-t-il dit, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Sans toi, cette fondation ne se serait pas épanouie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Il lui a tendu les fleurs. Elle a feint la surprise, couvrant sa bouche de sa main avant de les accepter. Elle s'est avancée et l'a serré dans ses bras. C'était une étreinte qui a duré juste une seconde de trop pour des collègues, mais parfaitement synchronisée pour des amants. Les flashs des appareils photo ont crépité. 100 appareils photo ont immortalisé le moment. Il était 20h22. Dans la poche de ma robe, mon téléphone a émis une seule vibration fantôme. La programmation s'était déclenchée. Je ne regardais plus la scène. J'ai déplacé mon regard vers la table 1, le cercle de pouvoir directement en face de la tribune. Arthur Sterling, le président du conseil d'administration, y était assis. C'était un homme qui ne souriait pas souvent et qui vérifiait encore moins son téléphone. Mais le téléphone sur sa table s'est allumé. Puis il a vibré. Puis il a vibré à nouveau. Arthur a froncé les sourcils. Il a pris l'appareil, s'attendant probablement à une urgence triviale de son bureau. Il a déverrouillé l'écran. J'ai observé son langage corporel. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Il a plissé les yeux sur l'écran. Il a fait défiler. Il a arrêté de faire défiler. Il a pris ses lunettes sur la table et les a mises. Le désintérêt poli sur son visage a disparu, remplacé par une soudaine rigidité vive. Il regardait le dossier intitulé « Anomalie financière, audit interne ». Il regardait la comparaison côte à côte des retraits de la fondation et des factures des roses que Sienna tenait actuellement sur scène. Graham parlait toujours, ignorant que le sol sous lui venait de se liquéfier. Nous avons de grands projets pour le prochain trimestre. Nous élargissons notre empreinte. Arthur Sterling n'a pas levé les yeux vers la scène. Il s'est penché vers sa droite et a tapoté le bras de Marcus Thorne, le conseiller juridique en chef de la fondation. Il a montré le téléphone à Marcus. Marcus a regardé. Son visage est devenu pâle. Il a chuchoté quelque chose de violent et de court à Arthur. L'énergie dans la pièce a commencé à se fracturer. Elle a commencé à la table 1 et s'est propagée vers l'extérieur comme une onde de choc. Une donatrice majeure à la table 3 a vérifié son téléphone. Elle a eu un hoquet, la main volant à sa gorge, et l'a montré à son mari. Il a levé les yeux vers la scène, ses yeux se rétrécissant. Il ne regardait plus un philanthrope. Il regardait un voleur. Les chuchotements ont commencé. Ils étaient bas au début, un bourdonnement sous la voix amplifiée de Graham, mais ils ont grandi. Les têtes se sont penchées les unes vers les autres. Les écrans ont été partagés. L'email avait atteint la liste de distribution. Les preuves indéniables en PDF du détournement de fonds étaient maintenant entre les mains des 20 personnes les plus riches de l'État de Washington. Je me tenais dans l'ombre, respirant l'odeur de milliers de roses mourantes. Je ne ressentais aucune joie. Je ne ressentais aucun triomphe. Je ressentais seulement la satisfaction froide et dure d'un mécanicien qui a réussi à démonter un moteur défectueux. Sur scène, Graham terminait. Alors, s'il vous plaît, levez vos verres. Arthur Sterling s'est levé. Il n'a pas levé son verre. Il a boutonné sa veste. Il a fait signe aux 3 autres membres du conseil d'administration à sa table. Ils se sont tous levés à l'unisson. C'était un vote de défiance silencieux et brutal. Ils ont tourné le dos à la scène et ont commencé à se diriger vers la sortie. Graham a hésité. Il a vu le mouvement. Arthur, nous avons le toast. Arthur a continué à marcher. Il est passé à moins de 3 mètres de moi. J'ai vu son visage. C'était le visage d'un homme qui réalisait qu'on s'était moqué de lui, et il était prêt à exécuter le joueur. Puis la deuxième pièce du domino est tombée.
Sienna tenait toujours l'immense bouquet, souriant à la foule, quand elle a senti sa pochette vibrer contre sa hanche. Elle a essayé de l'ignorer, mais elle a vibré encore et encore. De longues vibrations soutenues. Elle a jeté un coup d'œil discret. J'ai vu son expression passer de la radiance à la confusion, puis à la terreur absolue. C'était le numéro inconnu. C'était l'appel qui arrive 5 minutes après qu'un tuyau urgent a atterri sur le bureau des œuvres de bienfaisance du procureur général de l'État. Elle a regardé le téléphone, puis a levé les yeux vers le public. Elle a vu les donateurs lire leurs écrans. Elle a vu les regards froids dirigés vers elle. Elle a vu le conseil d'administration sortir. La couleur a quitté son visage si complètement que son maquillage ressortait comme un masque. Elle a fait un pas en arrière, s'éloignant de Graham comme s'il était radioactif. Graham s'est tourné vers elle, confus. « Sienna, qu'y a-t-il » Elle ne lui a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Le récit s'était brisé. Elle n'était plus la co-visionnaire. Elle était la complice. « Je dois » a-t-elle balbutié, sa voix captée par le micro chaud, résonnant légèrement. « Il y a une urgence. »« Excusez-moi. » Elle n'a pas quitté la scène en marchant. Elle a pratiquement couru, serrant les preuves incriminantes d'une valeur de 1800 $ dans ses bras comme si c'était un bouclier. Elle a disparu derrière les rideaux de velours des coulisses. Graham a été laissé seul. Il se tenait au centre de la scène, sous les projecteurs, entouré de son mur de rose. Il a regardé le public, s'attendant à l'adoration. Au lieu de cela, il a trouvé une mer de sommets de tête alors que les gens lisaient le dossier sur leur téléphone. Il a trouvé des chaises vides là où se trouvait son conseil d'administration. Il a trouvé un silence plus assourdissant que n'importe quelle accusation. Il m'a cherché. Ses yeux ont balayé la pièce, désespéré de trouver son accessoire, son stabilisateur. Il a balayé les tables de devant. Je n'étais pas là. Il a balayé le milieu. Je n'étais pas là. Finalement, ses yeux ont atteint le fond de la pièce. Il m'a vu. Je me tenais parfaitement immobile dans ma robe bleu nuit. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. J'ai simplement soutenu son regard. Je l'ai laissé me voir le voir. Pendant un moment, le temps a semblé suspendu. Les flashs des appareils photo s'étaient arrêtés. La musique s'était coupée. Il n'y avait plus que lui, debout dans les décombres de son propre ego, et moi, l'architecte de l'effondrement. J'ai regardé les roses derrière lui. J'ai regardé les roses dans le hall. J'ai regardé les roses sur les tables. Je déteste les fleurs, avait-il dit. Je déteste les fleurs, avait-il dit à la foule. J'ai regardé la réalisation le frapper. Il a regardé les roses et pour la première fois, il n'a pas vu du marketing. Il a vu la piste de papier. Il a vu les factures. Il a vu les dates correspondant au virement bancaire. Il a réalisé que chaque pétale dans la pièce était une ligne de code dans un acte d'accusation qui venait d'être livré aux autorités. Il a laissé tomber le microphone. Il a heurté le sol avec un crissement de Larsen qui a fait grimacer tout le monde. Il s'est retourné et a quitté la scène, non pas avec la démarche d'un roi, mais avec les mouvements précipités et saccadés d'un homme fuyant un bâtiment en feu. Je me suis retourné et j'ai poussé les portes de service. L'air frais du couloir de la cuisine m'a frappé le visage. Je me suis éloigné du gala, laissant derrière moi l'odeur des roses. Le spectacle était terminé. L'enquête avait commencé. Les retombées sont arrivées dans ma boîte de réception à 6 heures du matin, silencieuses et mortelles. J'étais assise à l'îlot de la cuisine, sirotant une tasse de café noir, regardant l'aube grise de Seattle s'infiltrer à travers la pluie. Mon ordinateur portable était ouvert. Un message de Naomi est apparu, transférant un mémo interne envoyé par le conseil d'administration de la fondation Lowell Urban Future. L'objet était « Résolution d'urgence Stark. Action immédiate requise ». Le texte était bref, rédigé dans le langage froid et aseptisé du contrôle des dommages d'entreprise. Le conseil d'administration avait voté à l'unanimité pour suspendre toutes les dépenses discrétionnaires. Ils avaient lancé un audit médico-légal indépendant immédiat de tous les comptes datant de 36 mois. Et plus important encore, ils ont formellement demandé que Graham Lowell et Sienna Rod rendent tous les appareils et badges d'accès de l'entreprise avant midi ce jour-là, en attendant une enquête interne. L'Empire ne s'était pas seulement fissuré. Il avait été condamné. Graham avait franchi la porte d'entrée 3 heures plus tôt, à 3 heures du matin. Il sentait le scotch éventé,
la sueur et cette odeur écœurante et distincte de panique. Il n'avait plus l'air d'un visionnaire. Il avait l'air d'un homme qu'on avait déshabillé dans une tempête de neige. Il avait jeté sa veste de smoking par terre et m'avait regardé avec des yeux injectés de sang. « C'est toi qui as fait ça ?» avait-il demandé, la voix rauque. « C'est toi qui as envoyé ces fichiers ? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Je n'avais pas levé les yeux de mon iPad. J'ai pris une lente gorgée de café. Je suis la seule personne dans cette maison dont la profession légitime implique la manipulation de preuves, Graham. Bien sûr que je les ai envoyés. Qui d'autre saurait comment formater les métadonnées ? Il avait ouvert la bouche pour crier, pour rager, mais la combativité l'avait abandonné. Il a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'il ne se disputait pas avec une femme. Il se disputait avec un procureur. Il avait pris d'assaut la chambre d'amis et claqué la porte. Maintenant, le soleil était levé et les appels téléphoniques ont commencé. Le premier est arrivé à 8h30. L'identifiant de l'appelant affichait « numéro inconnu », mais je savais qui c'était. J'ai répondu à la deuxième sonnerie, en mettant le haut-parleur pour pouvoir continuer à taper ma lettre de démission au prestigieux country club auquel nous appartenions. C'est elle ? La voix était tremblante, aiguë, mais essayant désespérément de paraître autoritaire. C'était Sienna. « Bonjour, Sienna », ai-je dit. « Je suppose que vous avez vu l'email du conseil d'administration. »« Il faut que tu arrêtes ça », a-t-elle sifflé. « Je ne sais pas à quel jeu malsain tu joues, mais mon avocat dit que c'est de la diffamation. Tu fais circuler des documents falsifiés. Tu es une tierce partie malveillante qui essaie de ruiner ma réputation parce que tu es insécure dans ton mariage. » Insécure, ai-je répété en tapant un poing sur mon écran. « Je suis une professionnelle respectée dans cette ville », a-t-elle poursuivi, sa voix s'élevant. « Si tu ne retires pas ces emails et que tu ne présentes pas d'excuses publiques, je te poursuivrai en justice pour tout ce que tu as. Tu salis une femme de ta propre industrie. C'est antiféministe. C'est dégoûtant. » J'ai arrêté de taper. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. « Sienna », ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Le moment de s'inquiéter du soutien entre femmes était avant que tu n'acceptes 42 000 $ de roses payés par une organisation caritative pour le logement. Et quant à me poursuivre en justice, je te le déconseille. La découverte est une voie à double sens. Si nous allons au tribunal, je ne tirerai pas seulement les dossiers de la fondation. Je tirerai ton compte courant personnel. Je tirerai les journaux de texto. Je tirerai les données GPS de ton téléphone des 2 dernières années. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, lourd et terrifié. Tu ne devrais pas appeler la femme de ton petit ami, ai-je ajouté doucement. Tu devrais appeler un avocat pénaliste. Le procureur général ne se soucie pas de ta réputation. Il se soucie des dollars d'impôts manquants. J'ai raccroché. Le deuxième appel est arrivé 20 minutes plus tard. C'était Damon. Le frère de Graham n'a pas pris la peine de menacer de poursuites judiciaires. Il est allé droit à la culpabilité, l'arme que les familles utilisent toujours lorsque la logique échoue. « Alani, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a crié Damon. Je pouvais entendre le bruit de fond de son bureau, des téléphones qui sonnaient, des gens qui se précipitaient. La presse nous appelle toutes les 5 minutes. L'action du groupe Méridian est en baisse de 4% en préouverture à cause de l'association. Tu es en train de tirer des trous dans ton propre bateau. Je ne suis pas dans le bateau, Damon, ai-je dit. Je suis sur le quai. Pense aux employés, a-t-il crié. Nous avons 200 personnes qui travaillent pour la fondation. Si l'État gèle nos actifs, ils ne seront pas payés la semaine prochaine. Des innocents vont perdre leur emploi parce que tu n'as pas pu gérer une petite affaire en privé. Tu détruis des familles, Alani. Es-tu contente de ça? C'était un bon angle. Ça a presque marché. Mais je me suis souvenu de la feuille de calcul. Je me suis souvenu des bonus de direction que Damon s'était approuvé l'année dernière tout en coupant le régime de santé du personnel administratif. Ne fais pas semblant de te soucier de la réceptionniste, Damon, ai-je dit. Tu ne t'inquiètes pas pour les employés. Tu t'inquiètes pour ton bonus de performance de fin d'année. Si tu t'étais tant soucié du personnel, tu aurais peut-être dû lire la clause d'éthique dans la charte de l'entreprise avant de laisser ton frère traiter la trésorerie de l'entreprise comme son portefeuille personnel. Tu es une femme froide, a craché Damon. Nous t'avons accueilli dans cette famille. Et je m'en vais de moi-même, ai-je répondu.
Bonne chance avec les actionnaires. Le troisième appel était celui que j'attendais le moins, mais que je redoutais peut-être le plus. Kimberly, ma colocataire d'université, la femme qui m'avait dit d'arrêter d'être dramatique, la femme qui m'avait dit d'accepter mon rôle de personnage secondaire dans la vie de Graham. Alani. Sa voix était petite, épaisse de larmes. Bonjour Kim, ai-je dit. J'ai vu l'article, a-t-elle reniflé. Quelqu'un a fait fuiter le mémo interne au Seattle Times. C'est partout. Il parle des honoraires de conseil, de l'appartement, des fleurs. Oui, ai-je dit. Ils en parlent. Je suis tellement désolé, a-t-elle sangloté. Je ne savais pas. Il avait l'air si convaincant quand il m'a dit que tu imaginais des choses. Je me sens terriblement mal. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te soutenir. J'ai écouté ses pleurs. Il y a un an, j'aurais peut-être pleuré avec elle. Je me serais peut-être senti validé que ma meilleure amie me croie enfin. Mais maintenant, je me sentais juste fatigué. C'est bon, Kim, ai-je dit. Je peux passer, a-t-elle demandé. Je peux apporter du vin. On peut parler. Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de vin et je n'ai pas besoin que tu me soutiennes maintenant que c'est facile. C'est facile de croire la victime quand les preuves sont en première page du journal. J'avais besoin que tu me croies quand ce n'était qu'un sentiment dans mes tripes. Alani, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin que tu sois de mon côté, Kim, ai-je dit en la coupant. J'ai juste besoin que tu sois du côté de la vérité. Lis l'article. C'est toute la conversation dont nous avons besoin. J'ai mis fin à l'appel. L'après-midi a apporté un étrange calme aux Pentouzes. Graham était toujours enfermé dans la chambre d'amis, probablement en train de répondre aux appels d'avocats qui lui facturaient $600 de l'heure pour lui dire qu'il était dans de beaux draps. Puis mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas, indicatif régional 206. Ici Alani. Bonjour. Une voix masculine a dit, est-ce que je parle à Alani Sanders? Mon nom est Elliot Rod, a dit l'homme. Je suis. J'étais le mari de Sienna. Nous avons divorcé il y a 2 ans. J'ai fait une pause. Je sais qui vous êtes, monsieur Rod. S'il vous plaît, appelez-moi Elliot, a-t-il dit. Il avait l'air épuisé, mais il y avait une étrange légèreté dans son ton, le soulagement d'un homme qui a porté un lourd fardeau pendant longtemps et qui l'a enfin posé. Je vous appelle pour vous dire merci. Vous n'avez pas besoin de me remercier, ai-je dit. Si, a-t-il insisté. Quand Sienna m'a quitté, elle a dit à tout le monde que j'étais contrôlant. Elle a dit à nos amis, à nos voisins, même à ma propre famille que j'étais paranoïaque, que je l'étouffais avec des accusations. Elle m'a fait douter de ma propre santé mentale. J'ai perdu du temps de garde avec mes enfants parce que j'avais l'air instable. Il a pris une grande inspiration. J'ai vu les nouvelles aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Le schéma, la manipulation, la façon dont elle trouve un homme avec des ressources et le fait construire un monde autour d'elle. Ce n'était pas juste moi. Ce n'était pas dans ma tête. Vous l'avez démasqué. Madame Sanders, vous avez validé 2 ans de ma vie que je pensais avoir imaginé. Elle est douée dans ce qu'elle fait, ai-je dit. Elle vous fait sentir fou de remarquer les fissures. Eh bien, a dit Elliot, elle n'est plus la victime, et moi non plus. Merci. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé la porte fermée de la chambre d'amis. Graham était sorti brièvement vers midi pour prendre une bouteille d'eau. Il m'avait regardé avec un mélange de haine et de confusion. Il était déjà en train de tisser le récit. Je pouvais le voir sur ses réseaux sociaux, sur les vagues publications que ses amis partageaient. L'histoire changeait. Il n'était pas un voleur. Il était un romantique qui avait fait une erreur. J'étais la femme vindicative et jalouse qui avait fait exploser une organisation caritative parce qu'elle n'avait pas eu de fleurs. Elle est allée trop loin, diraient les rumeurs. Ce n'était que des roses. Pourquoi ruiner la vie d'un homme pour des roses? Qu'il parle. J'avais un dernier coup à jouer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte bancaire commun principal. C'était le compte où mon salaire du cabinet d'avocat et son salaire de la fondation étaient déposés depuis 7 ans. J'avais mis 60% de mes revenus sur ce compte. J'avais payé l'hypothèque. J'avais payé les services publics. J'avais payé les courses. J'ai regardé le solde. Il était substantiel. J'ai ouvert une deuxième fenêtre,
mon compte d'épargne personnelle à haut rendement que j'avais ouvert le jour où j'ai trouvé la carte sous le siège de la voiture. J'ai calculé le montant exact de mes contributions au cours des 7 dernières années, ajusté à l'inflation. Je n'ai pas pris un centime de son argent. Je n'ai pas touché l'héritage de sa grand-mère. J'ai pris seulement ce que j'avais gagné, ce que j'avais mis pendant qu'il dépensait les fonds de la famille pour des bouquets emballés de velours. J'ai initié le virement. Montant, 412 000 $. Destination, Alani. Épargne personnelle. Confirmé. L'écran s'est actualisé. Le solde du compte commun a chuté à un nombre qui couvrirait à peine les honoraires de son avocat pénaliste. Ensuite, je me suis connecté au portail de la carte de crédit. J'ai sélectionné sa Platinum Amex, la carte supplémentaire attachée à ma ligne de crédit principale, celle qu'il utilisait parce que sa propre code de crédit était engagée jusqu'à la garde pour ses projets de développement. Statut, bloqué. Raison, perdu ou volé. Je me suis adossé. Le silence dans le Pentouse était différent maintenant. Il n'était pas vide. Il était propre. J'ai ouvert mon email et j'ai composé un nouveau message à Graham. Je n'ai pas ajouté de texte dans le corps. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. C'était un homme de chiffres. Il comprendrait. Objet, réallocation terminée. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je me suis levé, je suis allé au placard et j'ai sorti ma valise. L'enquête sur la fraude a été l'explosion, forte et visible, brisant les vitres de la vie publique de Graham. Mais le divorce a été l'éclat d'obus. Il était plus silencieux, plus aiguisé et conçu pour le vider de son sang lentement. Naomi Price ne s'occupait pas des divorces. Elle m'a dit que sa tolérance aux pleurs émotionnels était trop faible. Au lieu de cela, elle m'a présenté Jordan Blake. Jordan était un homme qui portait des costumes qui coûtaient plus cher que ma première voiture et qui avait un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il était spécialisé dans la dissolution d'actifs importants, en particulier les cas où une partie avait traité les fonds matrimoniaux comme un casino. Nous nous sommes assis dans ma salle à manger, qui était effectivement devenue une salle de guerre juridique. La table était couverte de documents. Jordan examinait l'accord post-nuptial que Graham m'avait fait signer il y a 2 ans, celui qui était censé plafonner ma pension alimentaire et renoncer à mes droits sur la plus-value de Lowell Meridian. Jordan a tourné une page, puis l'a retournée. Il s'est arrêté. Il a tapoté le papier avec un doigt manucuré. Eh bien, a dit Jordan, un amusement sec dans la voix. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Est-ce irréfutable? L'accord lui-même est terriblement bien rédigé, a admis Jordan. Il t'aurait laissé avec presque rien. Cependant, Graham a commis une erreur fatale. La clause concernant la renonciation à la plus-value des actifs est référencée dans le corps principal, mais elle repose sur une définition spécifique de l'annexe C. Il a tourné le document vers moi. Regarde l'annexe C, Alani. J'ai regardé. C'était une page de définition juridique standard. En bas, il y avait une ligne pour ma signature, qui était là, semblant tremblante et confiante. À côté, il y avait la ligne pour la signature de Graham. Elle était vide. Il a oublié de signer l'annexe, a dit Jordan. Dans son arrogance, ou peut-être sa hâte de sécuriser sa fortune avant de commencer à la dépenser pour Siena, il a manqué la seule page qui applique réellement la renonciation. Sans sa signature reconnaissant la définition, toute cette section est inapplicable. L'accord post-nuptial est nul. J'ai regardé la ligne vide. Cet espace vide valait des millions de dollars. C'était la plus belle chose que Graham n'ait jamais écrite. Donc, ai-je dit, sentant un poids se lever de ma poitrine. On demande la moitié. Non, a dit Jordan en fermant le dossier. On va à la jugulaire. Nous déposons une plainte pour faute de gestion financière grave et dissipation des biens matrimoniaux. Nous ne demandons pas seulement un partage. Nous demandons un remboursement. Nous demandons le Pentouse. Nous demandons que ces frais de justice soient payés par lui. J'ai passé les 2 jours suivants à compiler la demande de divorce. C'était un autre type de jardinage que mon dossier crypté. C'était un récit. J'ai énuméré chaque cas d'infidélité, non pas comme un grief émotionnel, mais comme une responsabilité financière. J'ai énuméré le coût des roses. J'ai énuméré le coût des chambres d'hôtel. J'ai énuméré le risque auquel il m'avait exposé en mélangeant nos fonds avec de l'argent caritatif détourné. Je n'ai pas demandé de dommages et intérêts pour la douleur et la souffrance.
Je n'ai pas demandé d'excuses. J'ai simplement demandé qu'il quitte ma vie avec rien d'autre que la Range Rover en leasing et sa réputation en chute libre. Je lui ai présenté les papiers un jeudi soir. Graham était dans le salon, regardant la baie. Il avait été mis en congé administratif et errait dans le Pentouse comme un esprit vengeur, buvant trop et dormant trop peu. Je me suis approché et j'ai posé l'enveloppe épaisse sur la table basse en verre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé sans lever les yeux. « La fin » ai-je dit. Il a ouvert l'enveloppe. Il a lu la première page. Son visage, déjà pâle de stress, a pris une teinte grisâtre maladive. Il a parcouru les demandes. Il a vu la revendication du Pentouse. Il a vu l'invalidation de l'accord post-nuptial. « Tu prends la maison » a-t-il balbutié. « Tu prends tout, Alani. Tu essaies de me détruire ?» Je l'ai regardé. Je ne ressentais absolument rien. Ni amour, ni haine, juste la fatigue de traiter avec un locataire désordonné. « Je ne te détruis pas, Graham » ai-je dit. « Tu l'as fait toi-même. Tu as construit une vie sur la fraude et les mensonges. J'ai juste imprimé ça sur du papier. Je peux me battre, a-t-il dit, sa voix s'élevant. J'engagerai les meilleurs avocats de la ville. Avec quel argent, ai-je demandé calmement. Tes actifs sont gelés en attendant l'audit, tes cartes de crédit sont bloquées, et grâce à tes papiers bâclés, ton contrat de mariage est bon pour la poubelle. Tu ne peux pas te permettre un combat, Graham. Tu peux à peine te permettre le scotch que tu buvais. 2 jours plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. C'était Damon. Le frère de Graham a fait irruption dans le Pentouse sans frapper, le visage rouge de l'arrogance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut par l'intimidation. Il ne m'a pas vu au début. Il s'est dirigé vers la cuisine en criant « Graham, où es-tu ? Nous devons parler comme des hommes. Tu dois remettre ta femme à sa place avant qu'elle. » Il s'est arrêté net. J'étais assise à l'îlot de la cuisine. À ma droite se trouvait Naomi Price. À ma gauche se trouvait Jordan Blake. Nous buvions du thé et examinions une chronologie des transferts d'actifs. « Bonjour, Damon » ai-je dit. « S'il te plaît, continue de crier. Mes avocats facturent à l'heure, mais ils trouvent la valeur divertissante de tes crises de colère comme un bonus agréable. » Damon a regardé Naomi, puis Jordan. Il les a reconnus. Il connaissait leur réputation. Il a immédiatement réalisé que ce n'était pas une querelle domestique qu'il pouvait régler avec un chèque ou une menace. C'était un peloton d'exécution juridique. Damon s'est dégonflé. Il a ajusté sa cravate. Ayant soudain l'air très petit dans la grande pièce. « Je suis juste venu voir mon frère. Il est dans la chambre d'amis, ai-je dit. Je te suggère de lui dire de signer les papiers. C'est le seul moyen pour lui de garder la voiture. » Damon a hoché la tête une fois, sèchement, et s'est retiré dans le couloir. Il savait que l'influence de la famille Lowell avait disparu. L'enquête sur la fondation a continué à tourner, déterrant de nouvelles horreurs chaque jour. Mais la torsion qui a vraiment brisé Graham est venue de Naomi un mardi après-midi pluvieux. Elle est entrée dans le Pentouse, l'air exceptionnellement sombre. Elle a posé une nouvelle feuille de calcul sur la table. « Nous avons trouvé quelque chose dans l'audit médico-légal du cabinet de conseil de Siena » a dit Naomi. « Plus de paiements de Graham » ai-je demandé. « Non » a dit Naomi. « Des paiements d'elle-même, ou plutôt des factures en double. » Il semble que Siena n'acceptait pas seulement la générosité de Graham. Elle facturait la fondation en double. Elle soumettait une facture à Graham pour approbation, puis soumettait une deuxième facture identique au service des comptes fournisseurs sous un code de fournisseur différent qu'elle avait mis en place. Elle volait la fondation indépendamment de Graham. J'ai regardé les chiffres. Siena Rod n'avait pas seulement été une maîtresse. Elle avait été un parasite se nourrissant d'un parasite. Est-ce que Graham le sait ? Ai-je demandé. Pas encore, a dit Naomi. Mais il le saura quand cela ira au procureur général. Ce soir-là, Graham est sorti de sa chambre. Il avait l'air brisé. L'arrogance avait disparu, remplacée par une vulnérabilité pathétique et brute. Il s'est assis sur le canapé en face de moi pour la première fois en 7 ans. Il a pleuré. Ce n'était pas un cri digne. C'étaient des sanglots laids et haletants. « Je n'ai jamais voulu te blesser » a-t-il balbutié en s'essuyant le nez. « Je voulais juste. Je voulais me sentir spécial.
Alani, tu es toujours si parfaite, si logique. Sienna me faisait sentir comme un héros. Elle me regardait comme si j'étais un roi. Je voulais juste être le héros de quelqu'un. J'ai regardé ses pleurs. J'ai réalisé qu'il y croyait. Il croyait sincèrement que son besoin de validation justifiait le détournement de fonds, le mensonge, les roses à $1800. Tu voulais être un héros, ai-je répété. Oui, a-t-il chuchoté. Je voulais juste être vu. Tu es vu maintenant, Graham, ai-je dit. Toute la ville te voit, le conseil d'administration te voit, le procureur général te voit, et bientôt tu sauras que Sienna te voyait aussi. Pas comme un roi, mais comme une proie. Elle te volait pendant que tu volais pour elle. Il a levé les yeux écarquillés de choc. Quoi? Elle t'a joué, ai-je dit. Tu n'étais qu'un portefeuille avec un ego. Je me suis levé. Tu peux choisir ton public, Graham. Tu peux choisir de jouer pour une femme qui te flatte, mais tu ne peux pas choisir les conséquences quand le rideau tombe. Le mécanisme juridique s'est mis en branle rapidement après cela. Jordan a déposé une requête d'urgence pour m'accorder l'usage exclusif du Pentouse. Il a fait valoir que, puisque la compte provenait de mes parents et que l'acte était à mon nom, et compte tenu de la responsabilité pénale potentielle et du risque de confiscation des biens de Graham, la maison devait être préservée comme ma propriété distincte. Le juge a accepté. La date de l'audience finale de divorce a été fixée. Par une ironie cosmique, ou peut-être l'efficacité du système judiciaire de Seattle, elle était prévue la même semaine que la première audience préliminaire de Graham concernant la fraude de la fondation. Il perdrait sa femme le mardi et sa liberté le jeudi. J'ai emballé le reste de ses affaires dans des boîtes, non par gentillesse, mais parce que je voulais les voir hors de ma vue. Je les ai étiquetés, Graham, et je les ai laissés près de l'ascenseur de service. J'ai traversé le Pentouse vide. C'était calme. Les panneaux d'inspiration avaient disparu. L'odeur de son eau de Cologne s'estompait. Le fantôme des roses était enfin exorcisé. J'avais la maison. J'avais la vérité. Et dans 2 jours, je retrouverai mon nom. La scène était prête pour l'acte final, et cette fois, c'est moi qui écrivais le scénario. Le matin de l'audience finale était gris, le genre de matin incolore de Seattle où le ciel semble peser sur le vert des gratte-ciel. Nous n'étions pas encore dans une salle d'audience. Nous étions dans la salle de conférence exécutive au 42e étage de l'immeuble Lowell Meridian, une boîte de verre qui ressemblait moins à un lieu de réunion qu'à une salle d'opération. D'un côté de la longue table en acajou se trouvait Graham et son avocat de la défense, un homme qui facturait $800 de l'heure pour avoir l'air de s'ennuyer. De l'autre côté se trouvait Sienna Rhodes, flanquée d'un avocat commis d'office car ses avoirs avaient déjà été gelés. Je me suis assise à la tête de la table, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que témoin principal. À côté de moi se trouvait le représentant du bureau du procureur général de l'État et le président par intérim du conseil d'administration. L'air dans la pièce était stérile, recyclé et froid. L'avocat de Graham, un homme nommé Sterling au vernis poli, a tenté de s'emparer immédiatement du récit. Il s'est penché en avant, tapotant un stylo en or sur la table. « Messieurs » a commencé Sterling, sa voix douce. Bien qu'il y ait certainement des irrégularités comptables ici, nous devons considérer la source de ces preuves. Madame Sanders Lowell est actuellement au milieu d'un divorce contentieux. Nous avons des raisons de croire que ces documents ont été triés sur le volet pour embarrasser mon client. Il ne s'agit pas d'un cas de fraude systémique. Il s'agit d'un cas de conflit domestique qui déborde dans la sphère de l'entreprise. C'est peut-être un crime passionnel, mais pas un crime d'État. Je n'ai pas regardé Graham. J'ai regardé la pile de preuves devant moi. Elle faisait 7 cm d'épaisseur. Un crime passionnel, ai-je répété, ma voix calme. J'ai ouvert le dossier à la page 12. Est-ce la passion qui a poussé M? Lowell a autorisé un virement bancaire récurrent de $6 500 à Road Impact Consulting pendant 12 mois consécutifs sous le couvert de sensibilisation communautaire? J'ai tourné la page. Est-ce la passion qui l'a conduit à ordonner au service comptable de replacer l'achat de 50 roses équatoriennes par semaine comme fourniture de mise en scène de bureau? J'ai levé les yeux vers l'enquêteur du bureau du procureur général. Et ici, ai-je dit en montrant une section surlignée de mes notes personnelles, qui était maintenant versée au dossier. Nous avons le contexte comportemental. Pendant 7 ans, M. Lowell a maintenu une position documentée selon laquelle il détestait les fleurs. Il a affirmé qu'elles étaient un gaspillage de capital. Pourtant,
la comptabilité judiciaire montre qu'il a dépensé plus de 40 000 $ pour elles en une seule année fiscale. Ce n'était pas un geste romantique impulsif. C'était une redirection calculée de fonds caritatifs, soutenue sur une longue période, impliquant la falsification de factures pour couvrir ses traces. Graham a tressailli. La citation « Je déteste les fleurs » est restée en suspens, non pas comme une anecdote conjugale, mais comme la preuve de sa capacité à tromper. Cela l'a dépouillé de la défense du romantique désespéré que son avocat essayait de construire. Il n'était pas un homme amoureux. Il était un homme qui dirigeait une arnaque. La pièce est devenue silencieuse. L'enquêteur, une femme aux yeux vifs et sans patience pour les pirouettes d'entreprise, a regardé Graham, puis moi. Madame Sanders Lowell, a dit l'enquêteur, si nous poursuivons l'enquête dans toute son ampleur sur la base des preuves que vous avez fournies, il est probable que les accusations passeront de la responsabilité civile au détournement de fonds criminels. Il y a une possibilité de peine de prison pour les principaux impliqués. Elle a fait une pause, me donnant un moment pour peser la gravité de ses paroles. Vous avez fourni la feuille de route financière, a-t-elle poursuivi. Mais certaines de ses communications internes concernant son intention, ce sont des conversations conjugales privilégiées. Vous avez le droit de retenir les enregistrements spécifiques où il admet l'intention de frauder pour le protéger des sanctions pénales plus sévères. Souhaitez-vous les soumettre ou voulez-vous les garder privés? La pièce a semblé retenir son souffle. Graham m'a regardé. Ses yeux étaient grands, suppliants. Pendant une seconde, j'ai vu l'homme que j'avais épousé il y a 7 ans. J'ai vu les week-ends que nous passions à conduire le long de la côte. J'ai vu le potentiel qu'il avait autrefois. J'ai ressenti le poids de ces 7 années. J'ai senti le fantôme de la femme qui avait tant essayé d'être pratique, de ne pas être exigeante, d'être suffisante. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Sienna, qui fixait la table, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Il a volé une organisation caritative qui était censée construire des maisons pour des gens qui n'ont rien, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Il a utilisé cet argent pour construire un mur de roses pour sa vanité. Il n'y a rien de privé là-dedans. J'ai poussé la clé USB contenant les enregistrements audio sur la table vers l'enquêteur. Je veux que chaque transaction liée à la fondation soit mise en lumière, ai-je dit. Toute. Je soumets tout. Graham a fait un bruit, un son bas et étranglé dans sa gorge, comme un animal pris au piège. Il s'est affalé sur sa chaise. Il savait que c'était fini. La décision du conseil d'administration est tombée rapidement, avant même que nous ayons quitté la pièce. Graham a été officiellement démis de toutes ses fonctions au sein du groupe Lowell Meridian et de la fondation. Le conseil d'administration recommanderait des poursuites pénales complètes contre Graham Lowell et Sienna Rhodes. Une équipe d'audit indépendante prendrait le contrôle des bureaux dans l'heure. La matinée s'est terminée par la destruction de sa carrière. L'après-midi était prévu pour la dissolution de notre mariage. L'audience de divorce a eu lieu au tribunal supérieur du comté de King à 14 heures. Comparée au drame du matin, elle a été d'une efficacité chirurgicale. La salle d'audience était calme, sentant la cire à parquet et le vieux bois. La juge, une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez, a examiné la requête. Elle a examiné les divulgations financières. Elle a examiné l'accord post-nuptial annulé. Monsieur Blake, a dit la juge à mon avocat, je dois dire que c'est l'une des requêtes les plus minutieusement documentées que j'ai vues depuis des mois. La chronologie de la dissipation des actifs est irréfutable. Elle s'est tournée vers Graham. Il était assis seul, son avocat hors de prix du matin n'étant pas venu pour cela. Il avait probablement réalisé que Graham ne pouvait plus payer les honoraires. Monsieur Lowell, a dit la juge, compte tenu des preuves de mauvaise gestion financière et de l'enquête criminelle active gelant vos actifs liquides, le tribunal se prononce en faveur de la demande de la requérante pour la division des biens. Le marteau est tombé avec un son comme un coup de pistolet. C'était fait. On m'a attribué le Penthouse. On m'a attribué la totalité de mes comptes de retraite. J'ai conservé tous les actifs que j'avais transférés à mon nom personnel. Graham quittait le mariage avec son véhicule en leasing, sa dette personnelle et 50% de la responsabilité pour les procès à venir. Je suis sorti de la salle d'audience, mes talons claquant sur le sol en marbre. Je me sentais plus légère, comme si la gravité avait relâché son emprise sur moi. Graham m'a rattrapé sur les marches du palais de justice. La pluie de Seattle avait commencé à tomber, une bruine légère et brumeuse qui recouvrait le monde d'argent. Alani, a-t-il appelé.
Sa voix était cassée. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Il avait l'air plus vieux qu'hier. La confiance qu'il avait définie pendant une décennie avait disparu, emportée par la vérité. Alani, s'il te plaît, a-t-il dit, s'approchant, mais s'arrêtant en voyant le regard dans mes yeux. Si tu retires le témoignage de ce matin, si tu dis au procureur général que tu étais en colère, que tu as exagéré l'intention, nous pouvons arranger ça. Je peux éviter la prison. Nous pouvons sauver le nom de la famille. Il a tendu une main, paume vers le haut. Nous pouvons réécrire l'histoire, a-t-il plaidé. Nous pouvons leur dire que tout était un malentendu. Je peux encore être l'homme que tu as épousé. J'ai regardé sa main. Elle tremblait. Puis j'ai regardé ma propre main. L'annulaire était nu. Il y avait une ligne pâle là où se trouvait le diamant, mais même cela commençait à s'estomper. Je n'ai pas besoin de réécrire l'histoire, Graham, ai-je dit. J'avais juste besoin qu'elle soit vraie. Mais tu me ruines, a-t-il chuchoté. Non, ai-je dit en me détournant pour descendre les marches mouillées. Je te laisse juste t'épanouir. J'ai atteint le bas des escaliers. Un agent d'entretien de la ville était là, balayant le trottoir mouillé avec un grand balai-brosse. Il y avait eu un mariage au palais de justice plus tôt dans la journée, et les marches étaient jonchées de débris. J'ai baissé les yeux. C'étaient des pétales de rose, des rouges, flétris, piétinés et trempés de pluie. L'agent les a balayés en un tas de boue grise, dégageant le chemin. Je suis resté là un moment, regardant les pétales rouges disparaître dans la pelle à poussière. J'ai pensé au mur de fleurs du gala. J'ai pensé au bouquet que Sienna avait serré sur scène. J'ai pensé à la seule carte que j'avais trouvée sous le siège de la voiture. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je l'ai déverrouillé et j'ai navigué jusqu'au lecteur crypté. J'ai trouvé le dossier nommé « Jardin ». Il contenait des gigaoctets de douleur. Il contenait l'histoire de ma trahison. J'ai appuyé sur « Tout sélectionner ». J'ai appuyé sur « Supprimer ». Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement ces éléments? Cette action ne peut pas être annulée. J'ai appuyé sur « Oui ». L'icône a disparu. L'écran était propre. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai levé les yeux vers le ciel. La pluie était fraîche et propre sur mon visage. Il n'y avait plus de fleurs. Il n'y avait plus de preuves. Il n'y avait plus de Graham. Il n'y avait plus que moi, debout sous la pluie, enfin prêt à planter quelque chose de nouveau. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous écoutez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur la vengeance d'Alani. Si vous avez apprécié, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Histoire de famille brisée, d'aimer cette vidéo et d'appuyer sur ce bouton d'engouement pour que plus de gens puissent entendre cette histoire.